Rebonjour à ceux qui étaient présents ce matin avec nous pour la conférence de Maître Sautreau sur l'aspect logistique et réglementaire de la PPR. Cet après-midi se poursuit, donc nous accueillons certaines personnes qui n'étaient pas présentes ce matin et nous en sommes ravis. Madame Goudy va faire l'ouverture de l'après-midi, donc je vous cède la parole. Madame Goudy, allez-y. Oui, bonjour, chers employeurs et chers partenaires. Je suis ravie de vous retrouver cet après-midi pour notre échange de bonnes pratiques pour la PPR, la période de préparation au reclassement. Comme je l'ai déjà indiqué ce matin, il s'agit d'une pratique nouvelle. C'est un nouvel outil à la disposition des employeurs publics. Alors, territorial et État pour le moment. On espère que l'hospitalière va bientôt se joindre à ce dispositif, mais il faut de toute manière nous l'approprier. Alors, ce matin, nous avons eu la présentation d'un avocat au barreau de Paris spécialisé en droit public qui a pu nous donner tous les éléments, et vous avez en ligne sa présentation, donc si vous l'avez loupé, pas de souci. Et je dois dire que beaucoup de questions lui ont été posées et que de nombreuses réponses, pour moi, étaient, disons, formatrices. Notamment par rapport au catalogue, à notre aide catalogue, j'ai des questions en suspens et je vais les faire remonter au siège. Voilà. Cet après-midi, nous accueillons un employeur public, le CDG 54, en la personne de Monsieur Zaza Mimoun, qui s'est vraiment investi avec d'autres employeurs dans la préparation du guide de la PPR qui vous sera présenté par la suite, mais en tant qu'employeur exemplaire qui a déjà mis en œuvre de la PPR dans l'établissement au sein du CDG, notamment pour ses adhérents, il va venir nous présenter ses bonnes pratiques, les écueils qu'il a peut-être eus également, et je pense que ça va nous éclairer encore plus. Et voilà, comme je l'ai dit ce matin pour ceux qui n'étaient pas là, je vous annonce que nous aurons un comité des employeurs publics extrêmement intéressant qui aura lieu en webinaire le 3 juillet et qui sera sur la période post-Covid-19 et les pratiques, bonnes pratiques post-Covid et également les pratiques que nous avons mis en œuvre pendant cette période de confinement. Ce sera vraiment un débriefing avec des gros employeurs, des employeurs plus petits, donc chacun pourra y trouver son compte. Voilà, je vous souhaite une très bonne après-midi et je passe la parole à Monsieur Zaza du CDG 54. Merci Madame Goudy. Bonjour à toutes et à tous. Donc Mimoun Zaza, responsable de l'unité emploi au centre de gestion de Meurthe-et-Moselle. Donc, je vais vous faire part un petit peu du retour d'expérience que l'on a concernant la PPR. Et je vais déjà commencer par évoquer un petit peu cette mission conseil en évolution professionnelle qui est assurée par mon service, donc l'unité emploi. Donc, nous avons une chargée, donc une conseillère en évolution professionnelle. Et cette conseillère en évolution professionnelle accompagne les fonctionnaires qui sont privés d'emploi pour des raisons diverses et variées. Donc, parmi les agents qu'elle accompagne les agents qui n'ont pas été réintégrés après disponibilité, ou encore les fonctionnaires momentanément privés d'emploi suite à suppression de poste, mais aussi les fonctionnaires qui ne peuvent plus exercer leur emploi pour des raisons de santé, notamment dans le cadre des PPR et des reclassements. Donc pour mon intervention, je vais m'appuyer donc sur le support que vous avez sous les yeux. Donc je vais démarrer. Alors, la première chose, si vous voulez, nous, au niveau de la PPR, notre point de départ, c'est l'avis du comité médical départemental. En effet,
pour qu'il y ait PPR, il faut qu'il y ait un avis du comité médical qui aille dans le sens d'une inaptitude totale et définitive à l'ensemble des fonctions du grade. Concrètement, cela veut dire que l'agent ne doit plus du tout être apte à exercer un poste correspondant à son grade, pardon. S'agissant donc des réunions du comité médical, au niveau du centre de gestion 54, donc le comité médical siège auprès du centre de gestion et il tient une réunion par mois. Donc c'est en règle générale le premier vendredi de chaque mois. Et si vous voulez, à l'issue de cette réunion qui a lieu le vendredi matin, le secrétariat du comité médical va communiquer immédiatement à la conseillère en évolution professionnelle la liste des agents qui sont éligibles à la PPR. Autrement dit, la liste des agents qui ont été déclarés inaptes totalement et définitivement aux fonctions du grade par le comité médical. Donc c'est à ce moment-là que ma collègue conseillère en évolution professionnelle reprend la main et dans la même journée, dans la foulée, elle va contacter les collectivités concernées, c'est-à-dire les collectivités pour lesquelles le comité médical a été dans le sens d'une inaptitude totale et définitive aux fonctions du grade. Donc comment se passe cette communication vis-à-vis des collectivités? Eh bien, ma collègue, elle va envoyer à l'employeur concerné un courriel, un mail en fait, et ce mail va comporter un certain nombre d'informations. Tout d'abord, en pièce jointe de ce mail, on va joindre à l'employeur une notice explicative sur ce qu'est la PPR et les conséquences. Nous allons joindre aussi dans ce mail un modèle de courrier que l'employeur pourra envoyer aux agents pour les informer de leur droit à PPR. Et dans ce même modèle de courrier envoyé aux agents, en annexe de ce modèle, il y a, si vous voulez, un coupon-réponse qui devra être retourné par l'agent. Donc, si on voulait résumer, nous, centre de gestion, on informe l'employeur de l'avis du comité médical et des démarches à effectuer. L'employeur ensuite contacte l'agent pour l'informer de son droit à PPR et l'invite à faire un retour via un coupon-réponse pour qu'il fasse part de son accord ou de son refus. Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là, en cas d'accord de la part de l'agent qui est formalisé dans le coupon-réponse, que nous pourrons formellement engager cette PPR. Alors, pour revenir un peu à ce coupon-réponse, quel est l'intérêt de ce coupon-réponse? Eh bien, c'est de savoir tout de suite, nous, si l'agent veut entrer ou pas dans le dispositif de la PPR. Donc, il y a deux questions qui sont posées dans ce coupon-réponse. Première question, est-ce que vous souhaitez, au vu des informations qui vous ont été communiquées, bénéficier de la PPR? Ça, c'est la première question. Sinon, ça, c'est la deuxième question, est-ce que vous souhaitez faire une demande de reclassement? Vous savez, comme le décret l'indique, la demande de reclassement, c'est sur une période de 3 mois. Et puis, dans ce même coupon-réponse, on demande à l'agent des informations sur ses aptitudes, ses compétences et ses diplômes. Pour information, au niveau du CDG 54, pour l'instant, tous les agents à qui un coupon-réponse a été envoyé ont réservé une suite favorable, c'est-à-dire qu'ils ont répondu favorablement quant au fait de bénéficier de la PPR. Donc, il n'y a eu que des avis favorables de la part des agents. Toujours en guise, si vous voulez, d'échange de pratiques et puis surtout de retour d'expérience et puis des difficultés qu'on peut rencontrer. Alors, à ce niveau-là, déjà, les difficultés qu'on nous rencontre. Lorsqu'on informe l'employeur du droit à l'agent de la PPR, certains agents expriment une certaine réticence. Pourquoi? Parce que certains employeurs, alors fort heureusement ce n'est pas la majorité, je dis bien certains, eh bien certains employeurs ne veulent pas, si vous voulez, prendre en charge pendant une année le plein traitement de l'agent dans le cadre de la PPR. Donc ça, c'est une première réserve à laquelle on est, nous, centre de gestion, confrontés. Deuxième difficulté, c'est que parfois, il existe un passif entre l'employeur et l'agent concerné par la PPR. Et ça se ressent sur l'investissement de la collectivité. Certaines collectivités ne veulent pas s'investir pour un agent pour lequel ils ont rencontré des difficultés relationnelles par le passé. L'autre difficulté qu'on peut rencontrer à ce niveau-là envers donc, les employeurs, c'est que certains employeurs ne comprennent pas l'avis du comité médical. C'est-à-dire que pour certains employeurs, l'avis du comité médical est trop prématuré et on n'a pas exploité suffisamment toutes les possibilités de réinsertion, de réaffectation sur d'autres postes d'agents techniques, par exemple, mais qui seraient compatibles avec l'état de santé de l'agent. Je pense notamment au poste de gardiennage sans travaux d'hygiène, par exemple.
Donc, voilà les quelques réserves. L'autre réserve aussi, hein, la réticence exprimée par la collectivité, c'est par rapport aux agents en disponibilité d'office. Parce que le décret ne prévoit pas expressément ce cas. Donc, la DGCL, du coup, a dû intervenir et a fait une fac à ce sujet, hein, sur leur site. Pour la DGCL, effectivement, il n'y a pas d'obligation à proposer une PPR à un agent en disponibilité d'office. Néanmoins, il est vivement conseillé de la lui proposer. Donc, face à ces différentes difficultés que l'on rencontre à l'égard des employeurs, eh bien, nous essayons de faire preuve de pédagogie, d'expliquer le bien fondé de la PPR, en expliquant que plus la collectivité s'investira dans la PPR, plus rapide sera la réintégration, la réinsertion professionnelle de l'agent, et moins les coûts directs et indirects supportés par la collectivité seront importants. Donc, on parle un petit peu, pour convaincre la collectivité, on parle en quelque sorte d'un cercle virtueux. Plus la collectivité s'implique et plus les chances de reclassement de l'agent seront grandes. Voilà. Donc, ça, c'est les difficultés que l'on peut rencontrer au niveau des employeurs. Ensuite, lorsque l'agent reçoit son coupon-réponse et l'information sur laquelle il va bénéficier de la PPR, même chose, parfois, il y a de l'incompréhension de la part de certains agents. C'est-à-dire qu'ils sont surpris par la décision du comité médical. Ils ne s'attendaient pas à ce que ces agents soient amenés à faire un deuil professionnel, c'est-à-dire de faire le deuil complètement de leur métier actuel. C'est la raison pour laquelle, si je peux me permettre de donner quelques conseils pratiques, hein, au vu des difficultés qu'on a pu rencontrer, ces premiers conseils, c'est les employeurs ont un rôle important en amont de la vie du comité médical, un rôle important de pédagogie, de sensibilisation de l'agent quant aux dispositifs, quant aux différents avis qui peuvent être rendus par le comité médical, et notamment quant au dispositif de la PPR. En d'autres termes, il est important en amont d'expliquer ce qu'est à l'agent, donc le risque d'avoir un avis d'inaptitude de la part du comité médical et les conséquences qui peuvent aller avec, notamment la PPR et du coup le deuil professionnel. Donc il y a tout un travail de pédagogie qui est important en amont pour que l'agent ne se retrouve pas perdu au milieu de procédures qui lui sont complètement, j'allais dire, étrangères. Et aussi, parfois, là, ce qu'on a, c'est que l'agent, il se sent un peu perdu entre les différents acteurs que sont le centre de gestion, le comité médical, etc., etc. Donc, ce travail de pédagogie est très important. Ensuite, l'autre conseil que je pourrais donner, au vu encore une fois de l'expérience et des difficultés qu'on a pu rencontrer, c'est lorsque en amont vous saisissez le comité médical et que vous avez des possibilités de poste de réaffectation, je ne parle pas de reclassement, c'est-à-dire de réaffectation, c'est-à-dire si vous avez des possibilités de réaffecter l'agent sur un autre poste de son grade mais qui ne soit pas, qui soit compatible avec son état de santé, je pense notamment encore une fois au poste de gardien par exemple, eh bien n'hésitez pas à transmettre la fiche de poste au comité médical pour éviter d'aller tout de suite sur un reclassement. Voilà les quelques conseils que je pourrais vous donner. À partir du moment où l'agent a donné son accord, son aval par rapport à la PPR, eh bien, le centre de gestion va organiser ce qu'on appelle un entretien diagnostique. C'est le centre de gestion qui organise cet entretien diagnostique et il est tripartite. C'est-à-dire qu'on va réunir le représentant de la collectivité, on va réunir, généralement, ça va être le DRH, le responsable RH. Si c'est une petite collectivité, ça va être là où le secrétaire de mairie, voire même dans des petites collectivités, le maire. On va réunir donc le maire ou le représentant de la collectivité ainsi que l'agent. Pourquoi cet entretien diagnostique? Eh bien, d'une part, on va en profiter pour rappeler ce qu'est le dispositif PPR pour que chacune des parties ait exactement le même son de cloche, le même vocabulaire. Ensuite, nous allons profiter aussi de cet entretien pour rappeler les engagements de chaque partie. Alors, pour éviter, en fait, pareil que les parties se soustraient à ces engagements, ils seront formalisés dans le cadre de la convention PPR. Donc, on rappelle clairement ce que c'est que ces engagements. On acte le début de la PPR. Donc, vous avez vu cela ce matin, donc les délais, à partir de quel moment la PPR commence à courir. On va se mettre d'accord aussi sur la durée de la PPR, étant précisé que la durée maximale, c'est 12 mois. Néanmoins, elle peut être d'une durée moindre. Donc, on essaye de se mettre d'accord avec les parties sur cette durée de PPR. On leur rappelle aussi qu'au-delà des 12 mois, sur demande de l'agent, il y a une possibilité aussi d'être maintenu en activité 3 mois supplémentaires. D'accord ?
On recense aussi, on commence déjà à recenser les possibilités de reclassement en interne. Alors là aussi, on rencontre déjà des difficultés. C'est-à-dire qu'on a des employeurs qui vont venir à cet entretien de diagnostic sans avoir étudié en amont s'il y avait éventuellement des premières pistes de reclassement en interne. Du coup, le conseil que je peux vous donner aussi, c'est dès que le comité médical a dit inaptitude au poste, donc correspondant au grade de l'agent, donc PPR, commencer à faire un état des lieux en interne pour voir quelles pourraient être les possibilités de reclassement en interne, pour pouvoir gagner du temps tout au long du processus. Même chose, on va demander aussi à la collectivité s'il y a déjà des possibilités ou s'il y aura des possibilités de stages d'immersion ou d'observation au sein de la collectivité. Alors là, c'est aussi une autre difficulté que l'on rencontre, puisque certaines collectivités, en fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ont, encore une fois, fort heureusement, ce n'est pas la majorité, mais certaines ont un passif avec certains agents, et du coup, les chefs de service à l'intérieur de cette collectivité sont réticents quant au fait de recruter ces agents ou de les prendre en stage d'immersion ou d'observation. C'est la raison pour laquelle, et j'en parlerai tout à l'heure, on est en train de développer, de mettre en place des chartes de mobilité intercollectivité. J'en reviendrai dessus tout à l'heure. Donc la difficulté, c'est ça. C'est que parfois, l'agent a un passif dans la collectivité. Du coup, les possibilités de reclassement en interne, voire même de stage en interne, ne sont pas toujours aisées. Ensuite, on va commencer à évoquer évoquer le projet professionnel de l'agent. Même chose à ce stade-là, alors qu'on est au début de la PPR, hein, on rencontre une autre difficulté, c'est que en fait, l'agent, lorsqu'il arrive à cet entretien diagnostic, n'est encore qu'au stade de l'idée. On n'est pas du tout encore sur un projet professionnel ficelé. C'est la raison pour laquelle, et je reviendrai dessus tout à l'heure, le conseil que je peux donner aux employeurs, c'est en amont de toutes ces procédures, identifier quels sont les métiers usants dans la collectivité et éviter que l'agent soit usé, et éviter le moment où l'agent sera usé physiquement pour commencer à réfléchir reconversion professionnelle. Donc il faudrait le plus en amont possible, en fait, travailler avec l'agent sur un projet de reconversion professionnelle pour éviter d'arriver à cette situation où l'agent est cassé physiquement et où il va falloir le reclasser un peu dans la précipitation. Voilà un petit peu pour les objectifs de l'entretien diagnostic. Alors, on a encore une fois d'autres difficultés qu'on rencontre aussi, c'est qu'il est difficile parfois de mobiliser les employeurs à cet entretien-là, pour des questions parfois d'agenda, ou tout simplement parce qu'ils ne veulent pas être confrontés physiquement à l'agent. Donc, pour juste l'anecdote, hein, on a eu un employeur qui nous a dit je ne viens pas à cet entretien si je ne suis pas accompagné de mon avocat. Donc, vous voyez, parfois, il y a un passif et malheureusement, dans le cadre de ces accompagnements, il va falloir tenir compte malheureusement de ce passif pour essayer de mobiliser chacun de ces acteurs. Donc, en résumé, il y a l'accord de l'agent, il y a cet entretien préparatoire qu'on appelle l'entretien diagnostic. Et cet entretien diagnostic va permettre de donner les premiers éléments à la conseillère d'évolution professionnelle, lesquels éléments serviront de base à l'élaboration de la convention PPR. Sachant que cette convention PPR, c'est une co-construction. C'est-à-dire que pendant quelques semaines, la conseillère en évolution professionnelle va travailler en étroite collaboration avec l'employeur et l'agent pour construire cette convention. Alors, les principaux éléments de contenu de la convention. Donc, comme vous le savez, le décret nous impose de mettre en place cette convention. Cette convention va comporter les items suivants. D'ailleurs, pour information, on vous a mis en annexe notre modèle de convention PPR. Donc, ce modèle comprend les rubriques suivantes, objet et durée, les actions, donc j'y reviendrai tout à l'heure, les modalités de suivi. Donc, nous, ce qu'on fait en termes de suivi, c'est qu'il y a 3 ou 4 entretiens formels tripartites, donc employeur-agent. Donc, en moyenne, 1 tous les 3 à 4 mois d'entretien avec l'agent pour faire le point sur la PPR et éventuellement réajuster si besoin est le projet professionnel. Donc, c'est quelque chose de très formalisé. Il y a des convocations de notre part, il y a un entretien et il y a des comptes rendus derrière qui sont envoyés à l'employeur, mais aussi à l'agent. La convention, elle comporte aussi un certain nombre d'engagements qu'on a pu aussi enrichir au fur et à mesure de notre expérience.
Donc les engagements, bah, il y en a à la fois pour le centre de gestion, pour la collectivité, mais aussi pour l'agent. Vous retrouverez ces engagements aussi dans notre modèle de convention qui est à votre disposition. On évoque aussi dans cette convention la situation administrative et des dispositions diverses, notamment en matière de couverture assurance en cas d'accident notamment. Au niveau maintenant de nos délais en fait, donc nos délais à nous épousent les délais réglementaires. Donc on a l'accord de l'agent, on a cet entretien diagnostic et ensuite on a 2 mois pour élaborer le projet de convention. Sachant que dans ce délai de 2 mois, on fait valider le projet de convention par le médecin du travail du centre de gestion. Donc on lui envoie le projet de convention et si besoin, le médecin du travail voit l'agent en présentiel pour pouvoir, apprécier la compatibilité du contenu de la convention avec l'état de santé de l'agent. Donc on a un visa du médecin du travail. Ensuite, avant l'expiration du délai de 2 mois, on envoie le projet de convention à l'employeur pour relecture. Et si tout va bien dans le projet, eh bien l'employeur l'envoie à l'agent qui a 15 jours pour répondre. Donc 2 mois plus 15 jours pour répondre. Et l'agent nous fait part de ses éventuelles observations. Et si l'agent n'a pas d'observation, il signe la convention, la renvoie à son employeur qui la signe à son tour, et ensuite le centre de gestion qui la signe à son tour. Donc il y a 3 signatures. Donc l'agent, chronologiquement c'est l'agent, l'employeur et le centre de gestion. Dans certains cas, il y a même 4 signatures dans la convention lorsqu'on sait dès le début que l'agent fera des stages dans d'autres structures, dans d'autres collectivités. Voilà un petit peu pour nos délais. Ensuite, pour les projets PPR qu'on est en train de suivre au niveau du centre de gestion. Juste pour vous donner quelques chiffres clés d'abord. Alors, nous, on accompagne actuellement une 12aine d'agents en PPR. Voici le profil des agents en PPR avant PPR. C'est-à-dire que la majorité, c'était des... Alors non, il y avait 5 agents qui étaient agents d'entretien des locaux, 4 qui étaient agents techniques polyvalents, un agent qui était agent de propreté des espaces publics, un agent qui était ASTEB et un agent qui était gardien de résidence. Le constat que l'on peut faire, c'est que 100% des agents que l'on suit dans le cadre de la PPR, ce sont des agents de catégorie C. Ensuite, la quasi-totalité de ces agents sont des agents qui appartiennent au cadre d'emploi des adjoints techniques. Il y a juste une exception là, vous voyez, ASTEB. D'accord ? Voilà un peu le profil des agents avant d'entrer en PPR. Alors maintenant, les parcours PPR. Alors, il y a une chose très importante, en fait, comme je vous l'ai dit, c'est de travailler avec l'agent le plus en amont possible, c'est-à-dire avant même le démarrage de la PPR, son projet de reconversion professionnelle. D'autant que la réglementation prévoit un certain nombre de dispositifs. Je pense notamment au congé personnel de formation, CPF. Je pense notamment au congé pour bilan de compétences. Je pense notamment aussi à la loi de transformation de la fonction publique, donc de août 2019, qui a prévu la possibilité pour un agent de bénéficier d'un bilan de compétences ou d'action de formation, y compris lorsqu'il est en congé de maladie. Donc ça permet encore une fois d'anticiper les choses. D'ailleurs, juste pour faire une parenthèse, l'entretien de diagnostic, lorsque l'agent, au moment de la PPR, est en maladie, on n'attend pas qu'il ait fini sa maladie pour le convoquer à l'entretien diagnostic. Donc, pendant la période de son congé de maladie, il n'a pas encore formellement démarré sa PPR, eh bien, on ne perd pas de temps, on le convie à cet entretien diagnostic parce qu'une année PPR, ça passe extrêmement vite. Donc, le parcours PPR, donc tout dépend du projet professionnel de l'agent. Si l'agent arrive en PPR et qu'il a déjà un projet professionnel ficelé, ce qui est malheureusement rarement le cas, eh bien, on fait abstraction du bilan professionnel et du bilan de compétences. On va tout de suite sur les actions de formation. Par contre, si l'agent est au stade de l'idée, eh bien, soit il fait un bilan de compétences par un prestataire extérieur dont le coût est pris en charge par la collectivité, mais il y a des possibilités de financement par le FIPH, soit c'est nous, dans le cadre de notre partenariat avec le FIPH, qui faisons directement les bilans professionnels. Donc, ma collègue conseillère en évolution professionnelle réalise des bilans professionnels. Dans le cadre de ces bilans professionnels,
ma collègue, en fait, va demander à l'agent, en quelque sorte, d'accomplir des devoirs entre deux séances de bilan professionnel. Par exemple, ma collègue va demander à l'agent de réaliser des enquêtes métiers. C'est-à-dire qu'on va demander à l'agent de prendre contact avec des professionnels et de poser un certain nombre de questions sur le métier exercé par ces professionnels. Métier, bien sûr, qui est en lien avec l'idée ou le projet professionnel de l'agent. Même chose, dans le cadre de ce bilan professionnel, on va avec l'agent étudier l'état du marché de l'emploi. Alors, ce qui est bien, ça c'est un avantage pour nous, c'est que mon service s'occupe aussi de la bourse de l'emploi, c'est-à-dire d'emploi territorial, sur la partie 54. Et du coup, on a tout de suite, on peut facilement faire le lien entre le marché de l'emploi et en fait le projet professionnel de l'agent. En d'autres termes, il ne sert à rien de s'engager sur un projet professionnel s'il n'y a aucun débouché sur le territoire. Voilà, donc ça c'est important, on tient compte du marché de l'emploi local. Donc il y a aussi des bilans de compétences, des bilans de capacités restantes réalisés par les IRR. Il y a des ateliers aussi de reconversion CNFPT, notamment pour accompagner l'agent dans le cadre de son deuil professionnel et l'aider à élaborer un nouveau projet professionnel. À partir du moment où on a fait ce bilan de professionnel, on va élaborer les actions de formation en lien avec l'agent et avec la collectivité. Alors, parfois, les difficultés que l'on rencontre par rapport aux itinéraires CNFPT, c'est que parfois, les modules ne sont pas consécutifs. Certains, parfois, sont annulés. C'est la raison pour laquelle on est en train de travailler avec le CNFPT pour mettre en place des formations pour les agents PPR en intra. Je m'explique. L'idée, ça serait que, en fait, les agents PPR d'un secteur géographique bien précis, bénéficient de manière consécutive de ces formations grâce à un cahier des charges sur mesure qu'on aura élaboré avec les collectivités notamment et qu'on aura adressé au CNFPT. Donc l'intérêt, ça permet d'éviter aux agents de se déplacer pour aller en formation, ça réduit les coûts de formation et ça permet aussi de maîtriser le calendrier et d'adresser au CNFPT un cahier des charges sur mesure sur des actions de formation. Encore une fois, imaginons, je vais prendre un exemple très concret, imaginons que sur l'agglomération de Nancy, il y ait une dizaine de cas de PPR, cette dizaine de cas de PPR, ils seront ensemble à suivre les actions de formation du CNFPT. Et ces actions de mutualisation, on est en train aussi de les envisager avec d'autres partenaires. C'est le cas notamment de l'AFPA, par exemple. On travaille avec l'AFPA, qui propose un parcours administratif qualifiant. Donc, on va les rencontrer prochainement, donc la semaine prochaine, pour essayer de voir aussi si on ne pouvait pas envisager des formations mutualisées par rapport à ces agents PPR. Autrement dit, une classe, en fait, une classe d'agents en PPR qui suivrait en même temps le cursus proposé par l'AFPA. Voilà. Et puis, je voulais souligner aussi l'importance pendant les parcours PPR des stages d'observation et d'immersion. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la difficulté, c'est que certaines collectivités ne veulent pas les prendre en interne parce qu'il y a des difficultés relationnelles avec d'autres agents d'autres services, avec les chefs de service. Eh bien, on est en train de travailler avec des collectivités par territoire intercommunal. On est en train de travailler avec les collectivités pour essayer comment dirais-je, on a élaboré un projet de charte de mobilité intercommunale. Donc, vous retrouverez ce modèle en annexe. Et l'idée, c'est que sur un territoire intercommunal, les collectivités de cette interco s'engagent à signer cette charte. Et cette charte, l'intérêt, c'est qu'elle va permettre à des collectivités de s'échanger des agents dans le cadre de stages d'immersion ou d'observation. Voire même à terme, pourquoi pas s'échanger des agents dans le cadre de recrutement sous forme de reclassement. D'accord ? Donc, une charte mobilité, elle va être signée par plusieurs collectivités. Elle va permettre de formaliser les engagements de chacun de ces employeurs en matière de stage ou en matière de reclassement définitif. Donc, cette charte permettra de surmonter l'obstacle des employeurs qui sont réticents à recruter leurs agents dans le cadre d'un reclassement ou de les prendre tout simplement en stage. Voilà. Alors, juste pour vous donner une photographie des agents PPR et de leurs projets. Pour information, donc les agents que l'on suit en PPR, une douzaine, pour l'instant, il y en a 3 pour lesquels les projets sont en cours d'élaboration. Pour l'instant, on ne sait pas quel métier. Oui, pardon. Oui, donc il y a 3 personnes pour lesquelles
Les projets sont en cours d'élaboration. 6 agents qui se dirigent vers des postes d'assistant de gestion administrative. Un agent qui se dirige vers un poste d'animateur périscolaire. Un vers un poste de chauffeur poids lourd. Et l'autre vers un poste d'agent de prévention et de sécurité. Ça vous donne comme ça une idée de quels peuvent être les projets professionnels des agents qui sont en PPR. Alors, il me reste trois diapos, et après je pourrais, si vous le souhaitez, répondre à vos questions. Alors, là, vous avez sur cette diapo 2 types de parcours. Vous avez donc sur cette diapo, à gauche, une pyramide avec des agents qui ont déjà un projet professionnel. Et l'autre pyramide, ce sont des agents qui n'ont pas encore de projet professionnel. La conclusion que l'on peut tirer de cette diapo, c'est que lorsque l'agent a déjà un projet professionnel, eh bien, on peut pleinement mettre à profit la période de PPR pour des actions de réinsertion professionnelle, type stage d'immersion, stage d'observation, mais aussi mettre le paquet sur les techniques de recherche d'emploi. Alors que lorsque l'agent n'a pas encore de projet professionnel, les actions concrètes en matière de stage n'arrivent qu'au bout de l'année, ce qui est fortement dommage. Donc encore une fois, je me permets d'inciter sur ce point-là, l'importance d'aider à l'agent, d'autant qu'encore une fois, il existe des dispositifs, de l'aider à dessiner son parcours professionnel le plus tôt possible. Alors, par rapport à cela, donc, comme je vous l'ai dit, donc l'année PPR, c'est très court, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une année, on est tributaire des calendriers des organismes de formation et on n'est pas à l'abri d'aléas comme ça a été le cas cette année à travers le confinement, puisque pendant la période de confinement, toutes les formations ont été gelées. C'est la raison pour laquelle le centre de gestion 54 a interrogé la DGCL. On attend une réponse de leur part pour savoir s'il est possible de prolonger cette période de PPR exceptionnellement cette année de quelques mois, puisqu'il y a eu 3 mois, voire même il y en aura même davantage, puisque par exemple le CLFPT n'a pas encore repris ses formations en présentiel. Donc pour rattraper le temps perdu en matière de PPR et particulièrement en matière de formation. Donc là aussi, la difficulté que l'on rencontre, c'est que certaines collectivités ont carrément aussi gelé, pour des raisons sanitaires, les stages d'immersion et d'observation. Donc c'est autant de temps perdu, encore une fois, l'année PPR passe extrêmement vite. Voilà, il me reste juste, je crois, deux diapos que je pourrais écouter vos questions. Alors, autre question. GPEC au travers des parcours professionnels. Alors, autre point. Donc ça résume un petit peu, en fait, c'est un peu une diapo de conclusion, c'est que ce que l'on conseille de plus en plus aux collectivités de faire, c'est de mettre en place une GPEC au travers des parcours professionnels. Concrètement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, première étape, ce que je vous conseille de faire, c'est d'identifier dans vos collectivités respectives quels sont les métiers à forte usure. En règle générale, on les connaît déjà. Alors, ma liste n'est pas exhaustive, mais on les a vus tout à l'heure, ce sont les ATSEM, ce sont les ouvriers polyvalents, ce sont les agents d'hygiène, les agents de propreté, etc., etc. Dressez cette liste. Ensuite, au moment des recrutements, c'est faire du recrutement le premier acte de GPEC. C'est-à-dire que lors du recrutement, il ne s'agit pas simplement de rechercher des compétences dont on a besoin à l'instant T. Il s'agit aussi de déceler chez les candidats des compétences qui pourraient être mobilisées dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Quelles peuvent être ces compétences? Eh bien, ce peut être des compétences en matière de capacité d'adaptation, en matière de curiosité intellectuelle. Juste pour l'anecdote, pas plus tard qu'il y a 15 jours, j'avais conduit des entretiens pour recruter un collaborateur ou une collaboratrice. Et le candidat que j'avais en face de moi, en fait, nous avait confondu avec Pôle emploi. Parce que le candidat n'avait pas fait suffisamment preuve de curiosité intellectuelle. Il n'avait pas pris la peine d'aller regarder notre site et quelles étaient en fait nos fonctions. À partir du moment où l'agent a été recruté, en règle générale, il faut à peu près 2 ans pour que l'agent soit formé sur son poste. Eh bien, le conseil qu'on peut vous donner, c'est de laisser passer cette période de 2 ans et au-delà de 2 ans, commencer à parler auprès de l'agent de projets de reconversion professionnelle. Concrètement, ça prend quelle forme? Eh bien, c'est de définir tout de suite des actions de reconversion professionnelle, c'est-à-dire des formations, par exemple, des stages dans d'autres services de la collectivité. Alors, je vais prendre un exemple très concret pour illustrer mon propos. On va prendre, par exemple, les ouvriers polyvalents, c'est les agents techniques polyvalents. On sait pertinemment qu'ils ne pourront pas faire leur métier tout au long de leur vie. Eh bien, le conseil qu'on peut vous donner, c'est, au bout de quelques années de poste, c'est de mettre en place, quitte à ce que vous mettiez des formations mutualisées à l'échelle de l'Interco,
des formations au moins sur les savoirs de base, c'est-à-dire sur les formations, c'est-à-dire sur les techniques bureautiques, sur la rédaction administrative, etc., etc. Que ces agents aient au moins le socle de base pour être armés au moment du reclassement, si reclassement il y a. Pour terminer, dernière diapo. Alors, c'est remonté. Je vais revenir à la fin. Voilà. Dernière diapo. Les partenaires. Donc, pour que la PPR puisse aboutir, il faut une mobilisation pleine et entière des différents partenaires, en premier lieu les employeurs et les agents. S'il n'y a pas d'implication de l'agent, eh bien la PPR est vouée à disparaître, ou plutôt est vouée à l'échec plutôt. S'il n'y a pas d'implication de l'employeur, la PPR est vouée aussi à l'échec. Or, malheureusement, ce que l'on constate, c'est que parfois, les employeurs, tout comme l'agent, se déchargent peut-être un peu trop parfois sur le centre de gestion. D'où l'importance dès le début de rappeler la part de responsabilité de chacun. Donc les partenaires ont un rôle important à jouer. Donc le CNFPT, on en a parlé, on travaille avec eux sur des formations intra. Les organismes de formation privés, j'ai notamment cité le cas de l'AFPA, mais il y en a plein d'autres. L'Université de Lorraine, puisqu'on a on a créé avec eux un diplôme universitaire de secrétaire de mairie. On a constaté sur notre territoire que le métier de secrétaire de mairie, comme c'est le cas dans beaucoup de territoires, est un métier à tension. C'est-à-dire que les employeurs ne trouvent pas de secrétaire de mairie. Et du coup, en lien avec l'Université de Nancy, nous avons en fait créé ce DU avec des taux d'insertion qui sont extrêmement élevés. C'est une formation de 6 mois, avec des taux d'insertion de plus de 95%, je crois, à l'issue de la formation. Et du coup, certains agents de PPR ont comme projet de se diriger vers des métiers administratifs, puisqu'en fait, c'est secrétaire de mairie et gestionnaire administratif. Donc, il y a certains agents en PPR qu'on va orienter vers cette formation qui est en lien avec l'Université de Lorraine. D'autant que pour les agents qui sont en PPR, eh bien, la formation ne leur coûte quasiment rien. Alors, on travaille aussi avec les CRP, il y en a un à Metz notamment, donc les centres de réadaptation professionnelle qui proposent notamment des cursus de formation administrative sur un cycle de 21 mois. Alors, vous allez me poser la question en me disant que oui, mais 21 mois, c'est plus que la PPR. Eh bien, le conseil que je peux vous donner pour des formations aussi longues, eh bien, c'est à l'issue de la PPR, déboucher, d'utiliser d'autres dispositifs comme le CPF ou le congé de formation professionnelle. Alors, un partenaire incontournable SIPHHP, un partenaire incontournable sur l'insertion des agents en PPR, donc on travaille étroitement avec eux. Le réseau d'employeurs, je vous l'ai dit tout à l'heure, à travers notamment les modèles de charte. L'IRR, donc il y en a un à Nancy, donc l'Institut régional de réadaptation, qui propose notamment des bilans des capacités restantes. Concrètement, c'est des mises en situation professionnelle sur des postes administratifs, de menuisier, etc., etc. Donc voilà, si on voulait en résumer en 2-3 mots simplement l'importance d'anticiper les choses, de ne pas attendre que l'agent soit cassé physiquement pour le préparer à une reconversion professionnelle. Deuxième conseil que je pourrais vous donner en résumé, c'est de bien informer les agents des dispositifs existants tout au long de la carrière de l'agent pour éviter qu'il soit désœuvré au moment de la PPR. Et l'importance que chacun assume sa part de responsabilité. Et enfin, l'importance du travail en réseau, qui implique une bonne coordination entre les différents acteurs de la PPR. Voilà, j'en ai terminé avec ma présentation. Je vous remercie pour votre attention. Je peux répondre à vos questions si vous le souhaitez. Alors effectivement, Monsieur Zaza, nous avons des questions. Vous pourriez peut-être apporter quelques précisions. Je vous propose qu'on essaie de traiter en 5 minutes, un peu plus peut-être, toutes ces questions de manière à ce qu'on puisse après installer l'intervenant pour la suite. Très bien. Donc à quel moment il faut prévoir l'entretien diagnostic une fois que l'agent a accepté la PPR, suite au courrier transmis, comment s'organiser? Très bien. Et après, si vous acceptez des contacts après le webinaire en direct de la part des employeurs. Sans aucun problème. Aucun problème pour les contacts avec les employeurs. Aucun problème. Alors, au niveau de l'entretien de diagnostic, donc, il y a la première étape, c'est le fameux coupon-réponse de l'agent pour dire s'il s'engage ou pas dans la PPR. Et s'il est d'accord, c'est tout de suite après l'entretien diagnostic. C'est-à-dire,
avant même la rédaction de la convention, puisque cet entretien va permettre de construire cette convention. Donc, dès l'accord de l'agent, eh bien, on démarre l'entretien diagnostique, y compris si l'agent est encore en maladie. Alors, est-ce que vous avez eu des projets professionnels qui se destinent au secteur privé? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que la philosophie de la PPR, c'est la reconversion des agents PPR vers le secteur public, les 3 fonctions publiques. Néanmoins, on a fait, nous, le pari au centre de gestion de ne fermer aucune porte. Et on a un agent, en fait, qui serait intéressé par une reconversion sur un métier de chauffeur poids lourd dans le secteur privé. Mais bien sûr, après avoir pris toutes les garanties nécessaires en matière par rapport à l'état de santé de l'agent. Donc, par rapport au bilan professionnel et bilan de compétences, effectivement, il y a une interrogation par rapport au coût et au financement. Donc, Oui. Monica Gouzi pourra, si elle le souhaite, intervenir, mais sachez que dans le cadre de la PPR, le bilan de compétences, enfin, en tout cas l'aide que le FIP propose, est mobilisable. Tout à fait. Pour le financement. Et s'il est réalisé par le centre de gestion pour les collectivités qui sont affiliées, la question était est-ce qu'il y a une demande de financement complémentaire également? Ou est-ce que pour les collectivités affiliées, vous êtes… Tout à fait, je parle sous le contrôle de Mme Gouzi, mais effectivement, il y a des possibilités pour les collectivités de bénéficier de financement par la FIPH au motif que l'agent a la qualité d'agent PPR, entre guillemets. Donc, tout à fait, il y a des financements qui sont parfaitement envisageables. Y compris aussi sur des formations privées type AFPA. Il y a des financements qui sont aussi envisageables par le FIPH. Oui. On va voir les financements sur le prochain webinaire également pour compléter celui-ci. Est-ce que vous avez des grosses collectivités qui ne sont pas affiliées? Je voulais rajouter concernant les centres de gestion qui ont une convention signée avec le FIPHST. Aujourd'hui, nous avons sur les études de niveau 4 les bilans de compétences qui sont pris en considération aussi si le CDG a choisi de prendre cette prestation. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Tout à fait. Tout à fait. Du coup, est-ce que vous accompagnez des collectivités qui sont non affiliées au centre de gestion sur votre territoire? Alors, le décret, en fait, ne fait pas… Alors, dans notre interprétation, nous, je sais qu'il y a des divergences sur ce sujet. Comme le décret ne fait pas de distinction, en fait, entre collectivités affiliées et non affiliées, on est susceptible de les accompagner. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu encore, pour l'instant, de cas très concrets de PPR au niveau des collectivités non affiliées. Mais potentiellement, on peut les accompagner. Les agents que vous avez accompagnés dans le cadre de la période de préparation au classement, est-ce qu'ils bénéficiaient de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé? Alors, pas tous. Certains d'entre eux avaient cette reconnaissance, pas tous. Mais comme ils ont cette qualité d'agent en PPR, du coup, ce n'est pas un obstacle pour avoir les financements évoqués tout à l'heure par Mme Gouzi. Alors, vous avez d'autres questions, notamment du CDJ 67. Comment faire une PPR avec un fonctionnaire qui va être IRCANTEX avec un temps de travail hebdomadaire très faible? Donc ça, c'est des fonctionnaires de moins de 28 heures, je suppose. Est-ce que vous avez cette expérience dans vos pratiques? Non, alors nous, j'avoue que les agents qu'on a, c'est tous des agents qui sont, j'allais dire, à 35 heures. On n'a pas ce cas de figure, mais malheureusement, le décret ne fait pas de distinction entre les agents, les fonctionnaires IRCANTEX ou CNRACL. Du coup, il va falloir aussi apporter à peu près le même type d'accompagnement pour ces agents-là. Et le CDG 88, aidez-vous les collectivités à trouver des financements pour la réalisation des bilans ou des actions de formation? Donc là, ce sera la dernière question, parce qu'après, on devra clôturer. Par contre, continuez-vous, en tant que participant, à noter toutes les questions qui vous viennent en tête par rapport au témoignage. Et toutes les questions, les interrogations seront retraduites dans la fac. Et je me rapprocherai à nouveau de M. Zaza pour apporter les questions qui manquent. Bien sûr. Alors, pour répondre à mes collègues du CDG 88, on aide effectivement les collectivités, donc c'est la conseillère en évolution professionnelle qui s'en occupe, et on aide effectivement les collectivités à trouver des financements. Moi, je vous prends un exemple notamment de la part du FIPH. Je prends notamment le cas d'un agent qui va suivre un cursus avec l'AFPA. Eh bien, on a pu bénéficier de financement de la part du FIPH à ce sujet. Très bien. Merci, M. Zaza, pour la qualité de votre
intervention et pour cette richesse dans les échanges de pratiques. Je pense que ça va être apprécié de l'ensemble du réseau. Merci à vous. Madame Gouzi. Oui, merci beaucoup, Monsieur Zaza. Je trouve que votre parole intervient dans un moment très important, c'est-à-dire l'appropriation par les employeurs publics d'un sujet très technique, problématique, qui pose encore des questions même au niveau national. Et je pense que lorsqu'on a des pratiques, voilà, vous avez bien expérimenté déjà cette pratique. Je pense que votre parole vraiment est très très importante aujourd'hui. Je vous en remercie. Merci à vous. Merci. Allô? Oui, je vous propose, je vous remercie encore une fois à tous pour votre participation. Je reste bien évidemment à disposition. Et s'il n'y a pas d'autres questions... Alors, on va devoir mettre un terme aux questions. Par contre, les questions seront recensées par rapport message, questions. Et puis, on va devoir fermer l'intervention actuelle pour pouvoir préparer celle qui suit. Mais voilà, n'hésitez pas à utiliser les boîtes de dialogue, même par la suite sur la seconde présentation, si vous avez besoin de précision. Merci Céline. Moi, j'ai une réunion. Eh bien, bonjour à tous. Bonjour, chers employeurs et chers partenaires. Eh bien, nous voilà dans la dernière séance de notre journée de formation sur la PPR et je vous vois nombreux puisque nous sommes actuellement plus de 112 participants. Donc, voilà, nous avons déjà passé en revue les problèmes juridiques liés à la PPR. Nous avons entendu un expert, un employeur expert qui a plus de 12 ou 13 agents en PPR et qui a vraiment ouvert voilà des canaux sur les bonnes pratiques. Et maintenant, nous avons la présentation du guide dédié à la PPR qui a été insufflé par de nombreux employeurs publics de la région Grand Est qui se sont vraiment investis pour sa préparation. Et ce guide, à l'issue, sera déposé sur le site du FIPHFP à destination de l'ensemble des employeurs de toute la France parce qu'il faut absolument faire levier sur ce nouvel outil à disposition de nos employeurs. Alors voilà, je n'en dis pas plus. Je suis très heureuse d'être parmi vous et de vous accueillir. Et je laisse la parole au Handipact, à mon Handipact, à Céline Demello, qui va prendre la main pour la présentation de ce guide. Et je vous souhaite une bonne après-midi. Donc bonjour à ceux qui nous rejoignent pour cette dernière intervention sur l'instance d'échange de pratiques concernant la période de préparation au reclassement. Donc quelques petites informations techniques de manière à fluidifier, à bien vous assurer la bonne compréhension et puis le son. N'hésitez pas à être en connexion filaire par rapport à la connexion Internet. Et si vous avez des problèmes de son via l'ordinateur, utilisez bien le numéro de téléphone qui est en bas de page. Le son semble être excellent depuis ce matin, donc ça évitera d'avoir l'oreille tendue tout le long de l'intervention. Donc effectivement, Madame Gouzi a indiqué qu'un groupe d'employeurs s'était réuni sur la région Grand Est pour travailler sur la période de préparation au reclassement. Donc ça fait effectivement écho à tout ce qu'on a entendu depuis ce matin et pour les personnes qui avaient assisté au webinaire sur la période de préparation au reclassement dans la région de Bourgogne-Franche-Comté également. C'est toute cette évolution réglementaire, ce cadre législatif qui est quand même assez prégnant, il va falloir l'articuler avec une démarche d'accompagnement plutôt axée sur l'humain et là du coup apporter on va dire un axe qualitatif pour prendre en compte la singularité de l'ensemble des situations
parce qu'effectivement, d'expérience, et on a eu des remarques au fur et à mesure des différentes interventions, qu'effectivement, c'était toujours singulier. Chaque accompagnement était différent. Le projet professionnel va être distinct d'une personne à l'autre. Et du coup, il va falloir que le chargé d'accompagnement utilise en tout cas des méthodes, des outils qui sont à sa disposition pour pouvoir accompagner au mieux l'ensemble des agents. Donc, au cours de cette présentation, effectivement, l'objectif, c'est de vous présenter le travail qui a été effectué, qui recense dans le guide tout ce qui est la réflexion préalable à la mise en place de la démarche d'accompagnement au sein de l'organisation, des établissements, chez les employeurs. Il y a certaines questions à se poser, donc on va voir lesquelles se sont posées nos employeurs. Ensuite, on va faire un point plus large sur la démarche d'accompagnement et on va montrer un petit peu les processus et les bonnes pratiques qui ont été identifiées et que le groupe de travail souhaitait partager. Et enfin, le terme de la période de préparation au reclassement. Donc, ce guide, c'est vraiment un outil qui est à destination des personnes en charge de l'accompagnement des personnes en situation de handicap, des agents en cours de reclassement, mais pas uniquement, parce qu'on sait bien que dans le cadre de cette démarche, on n'est pas uniquement sur la période de préparation au reclassement. On est déjà bien présent en amont en tant qu'employeur quand on commence à avoir des problématiques de maintien. Et certains outils vont pouvoir être utilisés et s'articuler aussi avec cette période de préparation au reclassement. Voilà, donc outil qui est voué à évoluer et à être adapté par vous et par vos propres pratiques. Donc pour cette présentation, nous avons Antoine Tepp qui a travaillé avec moi sur la réalisation de ce guide, qui a soutenu un petit peu la rédaction de celui-ci et qui va participer à sa présentation. Donc je vais lui céder la parole. Merci, bonjour à tous. Donc Céline a pu évoquer le travail du groupe de travail qui a permis notamment d'identifier certains préalables à la conduite de la PPR, préalables qu'on va explorer rapidement. Donc parmi ces préalables à la conduite de la PPR, on va retrouver l'identification des acteurs chargés de l'accompagnement en reconnu INAP. Donc ce travail d'identification des acteurs, il va passer par l'identification des acteurs potentiels, les acteurs potentiels dont vous connaissez la majorité, les conseillers mobilité carrière, référents handicap, chargés de mission RH. Et donc, la majorité de ces acteurs, on va retrouver notamment les référents handicap et les chargés de mission RH. Et chacun de ces acteurs potentiels va alors devoir convoquer pour accompagner au mieux des savoir-faire sous lesquels on va retrouver qualité relationnelle, technique de conduite d'entretien, connaissance des métiers ou encore la législation, pour en citer que quelques-uns. Et donc, on peut voir qu'on a des profils hétérogènes dans les acteurs potentiels, et cette hétérogénéité de profils, il va falloir les outiller pour permettre un accompagnement des plus efficaces. Et donc cet outillage va être rendu possible par l'anticipation et la favorisation de la montée en qualification des accompagnants, et notamment la mise à leur disposition d'outils pour favoriser l'accompagnement. Donc pour ce faire, pour la formation, la montée en compétences, vous pouvez faire la fiche outil numéro 1 du guide qui agit comme un carnet d'adresses à utiliser et à étoffer concernant les différentes offres de formation, avec notamment des informations relatives au contenu de la formation, à sa durée, aux différents responsables pédagogiques, ainsi que les contacts. Donc par exemple, comme illustration, on vous a mis le DU référent handicap, secteur privé, secteur public. Donc un autre prérequis est l'existence d'un partenariat interinstitutionnel. Donc interinstitutionnel, pourquoi? Puisqu'entre des acteurs internes à vos structures et des acteurs externes. Donc parmi les acteurs internes, vous les connaissez, les services RH, les médecins du travail ou de prévention, les infirmières, psychologues du travail, et bien d'autres acteurs. Et les acteurs externes, on songe particulièrement pour la fonction publique territoriale au CDG, la CNFPT, la fonction publique hospitalière, la NFH, ou plus généralement au Cap Emploi. Et entre ces différents acteurs, on va retrouver le chargé d'accompagnement qui va alors pouvoir mobiliser chacun de ces acteurs et les mettre en relation. Également, un troisième prérequis se trouve avec l'engagement entre les acteurs. On va le retrouver parmi ces acteurs l'accompagnant, le chargé d'accompagnement,
qui lui va représenter la structure, représenter l'employeur et permettre la formalisation de l'engagement entre les trois parties. On va retrouver notamment le bénéficiaire qui lui va s'engager à faire preuve d'une proactivité, s'investir dans la démarche de la PPR pour la mener à son terme. Cet engagement mutuel entre les parties va leur permettre de sécuriser et de définir le parcours d'accompagnement. On parle de sécuriser puisque on va pouvoir se reposer sur une charte d'engagement qui va permettre, en cas de doute, de s'y référer pour poursuivre et assurer la continuité de l'accompagnement. Donc la charte d'engagement, vous pourrez la retrouver en la fiche outil numéro 2 qui vous présente un modèle à suivre et à adapter aux spécificités institutionnelles qui sont les vôtres, avec quelques éléments, notamment la dénomination des différents acteurs, la durée, la prise d'effet de la charte d'engagement, ou encore la redéfinition du cadre et de l'objectif de la PPR, ce qui fait donc écho au fait que le chargé d'accompagnement puisse s'y référer et s'y appuyer. Donc, la démarche de l'accompagnement, notamment pour assurer un accompagnement réussi, va présenter plusieurs prérequis qui seront dépendants à la fois de l'accompagné, mais également de la relation entre l'accompagné et le chargé d'accompagnement. On va alors retrouver la nécessité que l'accompagné présente une capacité à se projeter dans son projet professionnel, à l'élaborer et à développer notamment de nouvelles ressources. Donc, c'est là deux capacités qui, suite à un avis d'inaptitude, peut faire défaut puisque c'est une période complexe pour l'individu. Il faut également que l'accompagné perçoive la situation professionnelle comme insatisfaisante pour qu'il adhère à ce projet professionnel, à ce travail, et qu'il soit proactif dans ce projet professionnel. Concernant maintenant la relation entre le chargé d'accompagnement et l'accompagné, il faut qu'il puisse y avoir la mise en place d'une relation de confiance entre ces deux personnes pour permettre la co-construction du projet professionnel, co-construction qui saurait se faire sans l'explicitation des buts intermédiaires de l'accompagnement de la PPR, donc explicitation des buts intermédiaires sur lesquels on reviendra plus tard, mais il y a également une nécessité d'avoir une certaine souplesse dans l'accompagnement, une souplesse qui se doit d'être pédagogique, mais pas seulement. Et la souplesse doit se faire au niveau du rythme pour être adaptée aux spécificités de l'individu. Il faut alors adopter les mesures et les préconisations tout en considérant les choix et les aspirations de l'accompagné. La relation se doit bien entendu d'être librement consentie et on ne saurait imposer à un bénéficiaire un chargé d'accompagnement, ce qui pourrait mettre à défaut la relation de co-construction. Concernant la mise en œuvre de l'accompagnement dans le cadre de la PPR, je vais laisser la parole à Madame Demelot pour présenter les premières étapes de la période de préparation au classement. Donc effectivement, merci Antoine. Il vient de souligner effectivement les grandes réflexions que les chargés d'accompagnement se sont posées pour pouvoir préparer préalablement effectivement la démarche d'accompagnement que l'institution va pouvoir offrir aux agents qui vont être concernés par une situation d'inaptitude suite à problématique de santé. Donc, une fois que cette étape préalable a été effectivement posée par le groupe de travail, on s'est dit il faut quand même malgré tout suivre un certain nombre de logiques parce que le cadre de l'accompagnement se fait dans le cadre de la PPR, donc avec une durée, sa limite, etc. Il y a des choses qui se cadrent en termes de temps au fil de la réglementation. Donc on l'a déjà vu à deux reprises, ce matin et cet après-midi, que le constat d'inaptitude était le démarrage effectivement de la PPR et que c'était là que l'employeur allait initier un rapprochement avec l'agent. Ce rapprochement, il peut avoir lieu lorsque la personne est en arrêt depuis une longue durée. Donc effectivement, il y a besoin de reprendre contact, d'informer sur le droit de l'agent à bénéficier de cette PPR. Ce qui va être important dans cette information, et on l'avait travaillé avec Maître Sautreau, c'est que le courrier soit suffisamment explicite dans la teneur
on va dire, de la démarche d'accompagnement qui va être proposée et par rapport aux avantages que la personne pourrait obtenir dans le cadre de la PPR pour que ce ne soit pas effectivement utilisé dans un cas de contentieux. Ensuite, du coup, démarrage de PPR à compter de la réception de l'avis du comité médical si l'agent est en fonction, quelle que soit la situation, ou alors à compter de la reprise de fonction. Et c'est vrai que par rapport à la question de la disponibilité d'office, Maître Sautreau et puis Monsieur Zaza avaient bien souligné que c'était fortement conseillé de permettre aux personnes qui étaient actuellement en disponibilité pour raison d'office, si elles étaient déclarées inaptes à l'exercice de leurs fonctions, de les intégrer également dans ce dispositif-là. Donc la démarche qui va être proposée, ou en tout cas qui a été réfléchie et pensée, c'est pour venir aussi répondre à ce besoin. Parce qu'on va informer l'agent, on va devoir proposer un projet, donc c'est comment on va le faire. Donc là, effectivement, suite au courrier d'information, que vous allez retrouver un modèle qui a été travaillé par le groupe de travail et partagé dans le guide. Vous allez avoir l'accompagnement qui va se mettre en œuvre au travers un certain nombre de phases qui vont être présentées par Antoine. Effectivement, on va pouvoir retrouver 3 grandes phases de l'accompagnement de la PPR. La première va consister en une phase d'investigation ou d'évaluation qui va sur la base de l'investigation des différentes compétences ou, je ne sais pas, permettre ensuite la seconde phase, la phase d'élaboration et de validation du projet professionnel, qui, une fois qu'on aura validé un projet professionnel, va permettre ensuite d'aller exporter ce projet professionnel à la réalité du terrain pour ensuite permettre, in fine, le reclassement. Donc la phase de mise en œuvre et de sécurisation du parcours sera la troisième phase. Cependant, une phase va permettre de convoquer, va nécessiter des outils spécifiques et chaque parcours va nécessiter des outils adaptés. C'est alors un travail qui est important et préalable à la première phase, qui est d'identifier la situation de l'agent, ce qui sera notamment fait au travers du premier entretien, auquel on va convoquer l'agent notamment dans le courrier d'information, qui va permettre d'identifier si l'agent a déjà effectué un travail en amont vis-à-vis de la définition de ses compétences ou de l'exploration des projets professionnels qu'il convoite. Et donc, il ne sera pas forcément nécessaire de suivre l'entièreté des 3 grandes phases pour chaque personne. Il faudra bien prendre le temps de définir avec l'agent où il se situe et ce qu'il souhaite explorer. Donc, pour ce premier entretien, il sera important d'en définir le cadre. Le groupe de travail a pu identifier 2 pratiques. La première est celle d'un entretien individuel avec le chargé d'accompagnement. Et la seconde est toujours avec ces 2 acteurs, mais en plus avec l'introduction d'un représentant du pôle RH. Donc l'introduction d'un pôle RH est pertinente puisqu'elle permet notamment de recentrer le chargé d'accompagnement en sa fonction d'intermédiaire entre le service RH, entre l'institution et l'accompagné. Même pour certaines collectivités rattachées à des centres de gestion, il est possible qu'il y ait en plus lors de ces entretiens la présence d'un représentant du centre de gestion. Il y a également un autre élément qui est important de définir lorsqu'on va mener ce type d'entretien, c'est le choix du lieu de l'entretien. C'est-à-dire que le choix du lieu n'est pas neutre. Si on choisit un lieu d'entretien, un bureau bruyant ou encore le bureau de la direction des ressources humaines, il faudra privilégier dans ce cas un endroit où on ne risque pas d'être interrompu, où il n'y aura pas de brouhaha. Et bien entendu, la position également, il est toujours préférable d'échanger autour, par exemple, d'une table ovale qui va permettre de favoriser les échanges. Donc, concernant la première phase, la phase d'investigation ou d'évaluation, celle-ci va présenter différents objectifs. Donc, comme son nom le laisse sous-entendre, on va chercher à identifier des éléments parmi lesquels on retrouve les objectifs personnels, mais également professionnels de l'agent accompagné. Il va s'agir là d'accompagner la réflexion de l'agent pour qu'il puisse identifier divers éléments comme ses connaissances, ses compétences, ses aptitudes, ses motivations professionnelles, sa zone de confort professionnel. Et grâce à l'identification de ces éléments, on va pouvoir poursuivre
l'accompagnement. Ça va nous permettre de réaliser notamment un panorama, un état des lieux, donc via ces entretiens qu'on a évoqués, donc réalisables en individuel ou en groupe, en identifiant les points forts, mais également les points de vigilance au niveau des compétences et des aptitudes pour l'agent, qui nous permettent d'étudier notamment les différentes possibilités d'orientation en fonction des zones professionnelles qu'ils souhaitent intégrer ou alors évaluer, et permettent de faire émerger différents secteurs d'activité ou des projets professionnels à explorer avec l'agent. Il est important, à la fin de chaque échange, de reformuler les différentes décisions prises et de repositionner une date pour le prochain échange afin d'assurer la continuité de ce suivi et de l'impliquer dans ce dernier. Donc, comme on a pu rapidement l'évoquer, on va pouvoir avoir recours à différents outils qui vont nous servir, qui vont nous servir d'appui, qui vont pouvoir enrichir la définition des compétences, des motivations professionnelles ou encore des aptitudes. Et l'utilisation de ces outils, elle pourra alors se faire par des acteurs internes, mais ces acteurs internes, s'ils ne disposent pas des compétences, on peut avoir recours à des acteurs externes. Donc les outils, c'est quelque chose, il faut encadrer leur utilisation, puisque les tests, les outils, ils vont avoir des fonctions, mais il est également important de mettre en avant qu'il y a certains prérequis à leur utilisation. Concernant leurs fonctions, bien entendu, c'est quelque chose qui va venir enrichir la prestation d'accompagnement, mais ils vont présenter certains prérequis, et bien qu'ils permettent de prendre une décision plus objective. C'est-à-dire que, un peu à la manière de la prestation d'accompagnement, on va devoir définir les différents buts. Là, il va falloir déterminer un objectif précis à l'utilisation de cet outil, expliciter à l'agent la fonction de l'outil qu'on va utiliser et obtenir son accord vis-à-vis de son utilisation. Et comme j'ai pu l'évoquer, il faut que le professionnel soit également formé à son utilisation. S'il ne l'est pas, il sera alors possible d'avoir recours à des acteurs externes. Vous pouvez vous référer par exemple au guide avec la fiche outil numéro 6 qui présente une méthode pour mener un entretien d'explication des compétences, notamment avec l'utilisation de questions en pourquoi, comment, quoique, qui vont permettre d'aller décortiquer, analyser les différentes missions qui ont pu être menées par les agents afin d'en tirer les différents savoirs, savoir-faire ou encore savoir-être qu'ils ont pu convoquer pendant leur pratique. Et afin d'être le plus objectif possible et de ne pas altérer l'information qu'on a récoltée de cette façon, on peut avoir recours à des grilles de synthèse afin de synthétiser l'information. Donc par exemple, l'exemple ici est la grille de savoir-faire, puisqu'on va répartir les différentes compétences en 3 grands versants, savoir-faire, savoir-être et savoir, et on va préciser pour chacun de ces savoir-faire, par exemple, le niveau de maîtrise de l'agent, son niveau d'intérêt, et on va y associer des expériences professionnelles pendant lesquelles il a pu convoquer ses savoir-faire. On a d'autres outils qui sont, eux, déterminés à évaluer les compétences et les aptitudes. On retrouve par exemple le certificat CLEA qui est utile notamment pour les personnes sans diplôme et permet de valoriser les compétences acquises en cours de carrière. Le passeport compétences, quant à lui, permet de recenser son expérience, ses formations, plus généralement de faire du lien avec certains secteurs d'activité. On a également les batteries de tests, donc batteries de tests d'intelligence logique ou encore de raisonnement verbal et bien d'autres, qui permettent de mettre en avant un potentiel écart entre les capacités actuelles et les capacités requises pour, par exemple, suivre une formation. Donc l'utilisation de tel outil peut être facilitée par le recours à un acteur externe, comme les CRP, par exemple le CRM de Mulhouse. D'autres outils, quant à eux, se veulent explorer les valeurs professionnelles et les motivations. On retrouve par exemple le test PAPI pour situer l'agent en fonction de 7 traits de caractère. Donc 7 traits de caractère qui seront plus ou moins pertinents selon les secteurs professionnels explorés. Le test SOSI, quant à lui, va davantage s'intéresser au comportement et à la motivation professionnelle. Et le test performance va pouvoir évaluer bien des variables, mais il est réellement intéressant dans la possibilité d'en avoir une gestion autonome si l'agent accompagnateur y est formé, mais également la possibilité de convoquer une prestation de service
vis-à-vis de l'interprétation de l'outil. Il est également possible d'adapter le test à la langue maternelle des agents et également au niveau scolaire des agents. La typologie de Hollande, par exemple, permet de mettre en avant 6 types de travailleurs. Et donc, chacun de ces types de travailleurs va, par exemple, être davantage pertinent à certains secteurs d'activité. Par exemple, des types de travailleurs préférant travailler en équipe ou encore travailler seul, ou encore travailler avec du contact client. Le logiciel Transférence, quant à lui, va permettre d'explorer et de situer l'agent sur différents types de compétences en fonction de ses intérêts et capacités. Et on va pouvoir raccorder ces compétences à différents secteurs professionnels ou différents métiers. C'est par l'analyse complète des compétences que ça offre, c'est un outil qui est notamment pertinent dans la gestion prévisionnelle des compétences. Je vais maintenant laisser la parole à Madame Demelot pour parler plus en détail de l'externalisation de la démarche d'élaboration du projet professionnel. Donc effectivement, nous avons eu pas mal d'exemples d'outils qui pouvaient être utilisés. Donc tous les outils qui ont été listés, c'est les outils qui étaient connus des employeurs et qui étaient utilisés dans le groupe de travail de manière assez régulière dans le cadre de l'accompagnement lors de la PPR ou dans la démarche de maintien dans l'emploi, parce que quand on travaille le maintien dans l'emploi, on peut être hors période de préparation au reclassement. Donc les employeurs qui sont dotés, qui ont les moyens humains de mettre en œuvre et les compétences en interne, ce travail peut tout à fait le faire en autonomie. Par contre, on a parfois la nécessité pour certaines situations ou parce que voilà, il y a pas assez de moyens en interne dans l'organisation, d'externaliser la partie justement où l'agent a besoin d'aller explorer les différents secteurs et définir les secteurs d'activité sur lesquels il va se repositionner, parce que la PPR, bien souvent, nécessite un reclassement, et quand on parle de reclassement, on parle souvent de reconversion professionnelle, et c'est rare d'avoir des agents qui arrivent tout de suite avec un projet professionnel qui est construit, validé, etc. On peut avoir des agents qui ont déjà une idée de certains secteurs et on va peut-être proposer, pas forcément tout de suite le bilan de compétences, on va peut-être mettre en place d'autres outils qu'on verra tout à l'heure pour aller essayer de valider déjà ce premier souhait avant de se dire il faut retravailler ce bilan. Donc, on l'a vu tout à l'heure avec la présentation du centre de gestion 54, qu'effectivement, le fonds d'insertion pour les personnes en situation de handicap peut intervenir dans le cadre de la période de préparation au reclassement pour financer un bilan de compétences ou un bilan professionnel. Il en existe plusieurs sur le territoire qui ont été recensés par les employeurs présents dans le groupe. Donc le bilan de compétences traditionnel, le CIBC, etc., qui peut être mis en œuvre de 24 heures. Donc là, c'est un bilan qui reste confidentiel, sauf si l'agent veut le partager avec vous. Les bilans professionnels qui sont mis en œuvre par les centres de réadaptation professionnelle, où là, on va retrouver effectivement la concertation avec l'employeur public, mais au-delà de ça, il y a une prise en compte effectivement du contexte santé et impact de la situation de handicap sur les différents secteurs qui vont être convoqués également d'activité. Vous avez la prestation spécifique d'orientation professionnelle, qui est un outil qui est encore peu utilisé, mais qui commence à se faire connaître auprès des employeurs, qui peut être mobilisé pendant la période d'arrêt. Et du coup, il est déjà préfinancé par le fonds d'insertion pour les personnes en situation de handicap, existant dans tous les départements. C'est vrai qu'il est proximité en plus des agents qui sont concernés par ce choix de réfléchir à un nouveau projet professionnel. Et là, comme c'est spécifique personnes en situation de handicap, effectivement, il faut que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé soit en cours, en tout cas, ou en tout cas que la personne ne l'est.
Vous avez un dispositif qui s'appelle le dispositif Transition Orientation Professionnelle, effectivement. Alors, l'ADAPT Bourgogne-Franche-Comté fait également ce genre de dispositif, mais là, comme on est sur le webinaire en lien avec le Grand Est et le guide qui a été créé en Grand Est, on a indiqué uniquement l'ADAPT de l'Aube. Mais sur le site internet, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir consulter les prestataires en territoire sur la région Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est qui offrent cette possibilité-là de dispositif. Dispositif plus long, la transition d'orientation professionnelle, ça s'apparente à un volume d'heures quand même de 170 à 200 heures, il me semble, sur un parcours individuel. Donc là, on est vraiment sur des situations où il y a aussi un accompagnement très fort sur l'accompagnement au deuil avant de se projeter sur d'autres secteurs d'activité. Il y a un dispositif également en Champagne-Ardenne et il existe également en Franche-Comté pour les établissements qui adhèrent à l'ANFH, accompagnement au maintien dans l'emploi à destination des agents qui sont en restriction ou alors en inaptitude. Donc, dispositif aussi qui permet à un moment donné de venir réinterroger un certain nombre de choses via un prestataire et de construire un nouveau projet professionnel qui est assez modulable et à la carte. Et vous avez le centre de préorientation qui effectivement là va être plutôt une démarche personnelle de l'agent auprès de la MDPH, parce qu'il faut effectivement les solliciter. Là, il y a des délais d'attente très longs. Donc après, c'est vrai que quand vous avez des agents qui ont besoin, on va dire, de soins, et qu'on sait que l'aboutissement, effectivement, va devoir à un moment donné retravailler le projet, il pourrait très bien, personnellement, avoir envie de se positionner sur un dispositif de ce genre pour pouvoir se projeter à nouveau par la suite quand l'état de santé sera stabilisé. Donc voilà, les employeurs publics qui ont besoin dans des situations complexes ou parce que la relation avec l'agent, ça serait plutôt bénéfique de faire intervenir un prestataire externe. Il y a malgré tout pas mal de solutions qui vont être adaptées en fonction des situations rencontrées par le chargé d'accompagnement. Donc, on a vu tout à l'heure qu'effectivement, il y avait plutôt une phase un petit peu d'évaluation, d'investigation. Donc, ensuite, la deuxième phase qui était la construction, on va dire, un projet, dégager des secteurs d'activité qui vont correspondre à la personne. Là, on va plutôt enchaîner sur la phase de validation, parce qu'une fois que les secteurs d'activité sont identifiés, effectivement, il va falloir valider ce projet et ensuite le mettre en œuvre. Donc, je vais laisser la parole à Antoine pour vous présenter tout ça. Oui, donc effectivement, après cette première exploration initiale des différentes préférences professionnelles, on va rentrer dans cette phase de validation de projet professionnel qui va passer par la réalisation de plusieurs sous-objectifs. Donc notamment, premièrement, si on veut valider un projet professionnel, il va falloir l'éprouver à la réalité du terrain et donc recueillir les différentes informations qui seront nécessaires à la mise en place du projet. On va notamment, au travers de cette étape, pouvoir échanger sur l'évolution des représentations de l'agent à propos des différents métiers qu'il visait. Donc évolution des métiers, c'est-à-dire aller opposer la représentation initiale qu'il avait d'un métier convoité avec la représentation du terrain qu'il a pu se créer au travers de différentes expériences. Également, ça va être l'opportunité d'identifier les différentes potentialités de repositionnement de l'employeur et explorer potentiellement les différentes possibilités d'emploi en externe à l'employeur au travers des trois versants de la fonction publique. Donc on va vouloir éprouver les différents secteurs d'activité et les métiers avec un travail en autonomie qui est réalisable par l'agent dans le cadre de la PPR, donc un travail réalisable dans le cadre de la PPR en présentiel mais également en distanciel.
qui va consister à aller chercher des informations, notamment sur Internet, grâce à des sites comme Pôle emploi, ONICEP ou encore La Bonne Boîte, où on va tenter de définir le métier convoité en termes de mission, de conditions d'accès. On songe là notamment aux différentes formations nécessaires ou diplômes requis, les différents secteurs et environnements de travail au sein desquels la même dénomination de métier peut être amenée à travailler, et identifier bien entendu le marché du travail, notamment qui est un potentiel de recrutement. Donc pour ce faire, pour aller éprouver le projet professionnel à la réalité du terrain, on peut avoir recours, une première approche est réalisable au travers des enquêtes métiers, donc qui vont être réalisées sur le terrain auprès de professionnels occupant le métier convoité, pour saisir les enjeux, les différentes finalités, les conditions d'accès, ainsi que les formations qui sont nécessaires pour accéder à cette profession. Dès lors, on va obtenir un premier aperçu concret pour l'agent accompagné, qui permet potentiellement d'identifier une éventuelle opportunité de découverte via une période de stage ou encore d'immersion professionnelle. Dès lors, les différentes informations qui seront récoltées au travers de cette enquête métier, on peut se baser sur une trame enquête métier afin de les synthétiser. Donc vous retrouverez dans le guide de la PPR à fiche outil numéro 7 la trame enquête métier qui permet de synthétiser ces différentes informations. Nous avons là quelques exemples, notamment quelles sont les activités et tâches principales du métier, à quoi ressemble une semaine type. On peut notamment songer à explorer les différentes missions ponctuelles, les avantages, désavantages, et bien d'autres variables. C'est une fois de plus à adapter aux différents métiers. Pour déterminer les secteurs d'activité et les métiers, on peut songer également au stage d'observation et de découverte de 1 à 10 jours. Donc, comme son nom le laisse sous-entendre, c'est un stage de courte durée qui permet à l'agent d'aller explorer les différentes conditions de travail, les activités et l'environnement, et qui va permettre de confirmer ou d'infirmer un des projets professionnels. Donc, tu veux apporter des précisions? Alors effectivement, hein, dans le groupe de travail, les employeurs ont identifié deux possibilités. Un stage d'observation de découverte de courte durée et des immersions plus longues au niveau professionnel. S'était posé la question de la PMSMP, donc de la période de mise en situation en milieu professionnel, hein, qui est utilisée effectivement par le service public à l'emploi pour pouvoir faire des stages justement d'observation et de découverte. Donc jusqu'à maintenant, il faut avoir en tête que les fonctionnaires, effectivement, n'ont pas accès à la PMSMP aussi facilement qu'on aurait pu le penser. Effectivement, la période de mise en situation professionnelle, si un fonctionnaire y adhère, on va se retrouver avec une disponibilité, on va dire, que l'agent, le fonctionnaire va devoir prendre. Donc du coup, c'est pas l'outil qui a été retenu par le groupe de travail, en tout cas pour faire ces immersions, ces découvertes d'une quinzaine de jours, quoi. C'était important, je pense, de le souligner. Et on a vu aussi au travers la journée qu'effectivement, hein, on avait des parcours qui étaient vraiment indépendants, singuliers, et que parfois les projets de reconversion professionnelle s'orientent vers le secteur privé. Or, l'aspect réglementaire et législatif indique qu'effectivement, dans le cadre de cette PPR, il est nécessaire de rester sur tout ce qui était administration publique, donc des établissements de la fonction publique d'État, la fonction publique hospitalière et la fonction publique territoriale. Opérationnellement, sur le terrain, c'est vrai que M. Zaza, du CDJ 54, hein, a montré que c'était possible malgré tout, avec une certaine ouverture d'esprit, et puis en sécurisant effectivement hein, les prises de décision hein, par rapport au parcours. Il faut que ce soit effectivement bien construit, bien ficelé. En tout cas, ils ont laissé l'opportunité de faire des immersions sur le secteur privé pour découvrir certains projets et puis aller confronter à ce secteur d'activité choisi par l'agent. Donc après, ça va dépendre effectivement des pratiques des uns et des autres, mais voilà, c'est possible également de mettre en place des choses un petit peu innovantes pour permettre en tout cas à la réflexion de l'agent de mûrir. Voilà. Merci. Donc, on peut également avoir recours à des modèles à l'issue de cette période de stage, d'auto-évaluation de la période de stage d'observation.
Donc pourquoi d'auto-évaluation? Puisque ça va permettre, comme je l'ai évoqué, de confronter la représentation initiale de l'agent d'un métier avec la représentation concrète qu'il aura pu se construire du métier. Donc on retrouve tout cela dans le modèle d'auto-évaluation, notamment avec la dichotomie entre avant et après sur différentes questions, notamment j'envisage d'en faire mon métier qui sera coté de 1 à 3 pour ensuite être réévalué après la réalisation du stage avec la possibilité d'y mettre des commentaires. Donc l'évaluation ne saurait être seulement auto-évaluée, mais, mais elle peut être également faite par autrui, potentiellement par le maître de stage, qui va évaluer ce stage sur différents critères comme le respect des règles, la prise d'initiative, ou encore une expression, une communication adaptée avec les collègues de travail, ce qui va notamment permettre d'aller explorer les points forts du stagiaire, les éléments d'amélioration, ou également fournir de potentiels commentaires sur le déroulé du stage. Une fois de plus, ce stage va leur permettre de confirmer ou alors de réfuter la réalisation d'un des projets professionnels. On peut également avoir recours à l'immersion professionnelle qui est alors un contrat de stage au sein de l'administration, de la collectivité ou en externe d'une durée variable. D'une durée variable, mais dans la pratique, il s'avère qu'en moyenne, cette immersion professionnelle dure environ 3 mois. Ça va permettre d'acquérir certaines connaissances pratiques ou aptitudes professionnelles en effectuant des missions et activités ciblées. Donc acquérir des connaissances et des aptitudes plus poussées que lorsqu'un stage de découverte. Et ça peut être potentiellement un tremplin, puisque s'il y a un poste vacant, ça peut être une opportunité de reclassement. Il faut préciser que pour les employeurs de la fonction publique territoriale, chaque stage va faire l'objet d'une modification de la convention de la PPR, tandis que pour les employeurs de la fonction publique, chaque stage hors de l'administration de l'agent fera l'objet d'une convention. Donc on va retrouver dans le guide de la PPR une fiche outil dédiée pour le bilan de cette immersion professionnelle qui va également permettre l'évaluation à nouveau du stagiaire sur différents critères. On va retrouver une appréciation de l'attitude, de l'intégration dans l'équipe de travail, encore de l'acquisition des différentes compétences et connaissances relatives au métier, de son intérêt pour le travail. Et ça va permettre d'aller explorer notamment les capacités d'adaptation, les points forts, les axes d'amélioration du stagiaire, avec toujours en tête cette validation ou non du projet professionnel ainsi exploré. Cependant, l'immersion professionnelle, du fait de sa durée, va également permettre un autre élément qui est la mise en exergue ou non de la nécessité d'avoir recours à des formations ou des formations complémentaires pour venir combler réaffirmer certaines compétences. Cependant, il y a un élément à souligner, c'est qu'on parle d'un modèle bilan d'une immersion professionnelle, mais du fait de la durée relativement longue, donc en moyenne 3 mois, d'une immersion professionnelle, il peut être pertinent d'effectuer des bilans régulièrement, ponctuellement, donc ponctuellement vis-à-vis d'une temporalité, par exemple tous les 15 jours, ou encore après des événements pertinents tels que la fin de l'intégration à une équipe initiale, ou encore après l'incorporation de nouvelles missions pendant cette immersion professionnelle. Et ça va permettre dès lors d'avoir un suivi plus complet de l'individu, mais également de s'assurer de la co-construction de ce projet professionnel et de l'impliquer davantage. Donc vous pouvez retrouver un exemple du bilan de stage qui reprend la déclaration des différents acteurs y prenant part, et également toujours cette évaluation sur différents points, donc ici illustré par la motivation et l'intérêt au travail, qu'on va qualifier sur une note de 1 à 5. Oui, il y en a bien entendu, il y en a d'autres, c'est pas là la seule variable qui va être évaluée. Donc l'immersion professionnelle peut mettre en exergue la nécessité d'avoir recours à d'autres formations. Nous allons donc explorer les différentes possibilités de mise en place de formations. Donc ces formations peuvent être mises en place en interne ou en externe. Donc comme on a pu l'évoquer, la formation professionnelle elle va être nécessaire lorsque les compétences vis-à-vis des compétences, lorsque la réalisation du projet professionnel va nécessiter des nouvelles compétences, la réactualisation des compétences déjà existantes,
ou encore l'accès à un niveau supérieur de compétences. Si la formation est amenée à être réalisée en externe, vous pouvez alors vous référer à la fiche Les bonnes pratiques des employeurs publics, sécuriser la formation des agents en situation de handicap. Bien que présentée comme une étape, la formation professionnelle serait perdre de son importance, puisque si elle va échouer, c'est tout la concrétisation, la sécurisation de ce projet professionnel qui peut être mise à mal, puisque sans les compétences adéquates, l'agent ne saurait intégrer ce métier qu'il convoite dans son projet professionnel. Et je vais laisser la parole à Madame Demelot pour présenter les différents outils qui vont permettre la formation. Alors effectivement, le groupe de travail s'est posé la question comment articuler les outils RH de droit commun avec la possibilité de cette PPR de manière à permettre à l'agent de se former. Donc effectivement, si on fait écho à ce qu'on a entendu ce matin et en début d'après-midi, la démarche de PPR s'articule effectivement avec d'autres dispositifs qui permettent d'anticiper la période de préparation au classement, de réfléchir bien en amont du début de cette période. Donc effectivement, quand les agents sont encore en arrêt, s'ils acceptent d'être accompagnés par l'employeur, il y a la possibilité de réfléchir déjà à ce projet, à ces secteurs d'activité et de préparer au mieux la PPR pour que la PPR soit bien efficiente et qu'on aille effectivement soit très rapidement sur une formation pour la montée en compétences, soit sur des dispositifs qui vont lui permettre après de trouver un emploi rapidement. Donc, du coup, les outils qu'on a vus également ce matin, le compte personnel d'activité, notamment le compte personnel de formation, qui depuis 2017 offre la possibilité à l'agent fonctionnaire de demander en tout cas son bénéfice des heures cumulées au titre de l'ancien DIF, mais maintenant du CPF. Donc ça, c'est tout à fait possible avec la priorité effectivement sur les personnes qui sont en risque d'inaptitude ou en tout cas qui ont besoin de formation, de monter en compétences pour anticiper cette inaptitude, voire gérer cette inaptitude. Vous avez le congé de formation professionnelle qui peut être effectivement articulé. C'est vrai que dans la pratique, les employeurs du groupe de travail l'utilisent beaucoup après la période de PPR. Donc soit l'année de PPR a été nécessaire pour travailler le projet professionnel et à ce moment-là, on a eu soit un début de bilan de compétences, soit un début d'accompagnement. On a initié dans un premier temps la formation et comme les formations peuvent être très longues, à ce moment-là, la poursuite se fait en articulant le droit au congé de formation professionnelle pour permettre à l'agent d'aller au terme de son parcours et favoriser effectivement le retour à l'emploi par la suite. Vous avez les aides du FIPHFP à la formation qui va être présentée par Antoine tout à l'heure. Et vous avez effectivement les organismes de formation qui vont être en appui, parce que c'est la formation interne, on a pu voir avec des immersions, parce que parfois quand il y a une montée en compétences bien ciblée sur un certain sur une certaine mission, certaines fonctions, enfin voilà, où on a besoin de vraiment quelque chose de précis, on va pouvoir en interne ou via d'autres services envoyer l'agent pour qu'il monte en compétence sur ce champ-là. Mais parfois on a besoin effectivement des organismes externes qui vont pouvoir aussi apporter de nouvelles compétences tout en tenant compte de la problématique de santé, puisqu'il existe effectivement des organismes de formation qui sont spécialisés. Monsieur Zaza nous a parlé effectivement de son partenariat avec les centres de réadaptation professionnelle qui offrent la possibilité d'avoir des formations effectivement très adaptées à l'état de santé des personnes et dans un cadre plutôt performant. Vous avez un CFA spécialisé sur le Grand Est également qui offre une possibilité de formation plus restreinte sur moins de métiers, mais en tout cas, voilà, ça a le mérite d'exister, plutôt en apprentissage. Et là, nous avons un employeur qui participait au groupe de travail qui a permis, en tout cas, c'était un CDG, oui, qui a travaillé la possibilité de se reconvertir via le contrat d'apprentissage, mais ça a nécessité à l'agent effectivement de se mettre en disponibilité pour raison personnelle, enfin pour convenance personnelle, de manière à pouvoir signer son contrat d'apprentissage avec un autre employeur
Et du coup, ça s'est très très bien passé. Et elle a même poursuivi sur un autre contrat d'apprentissage. Donc il y a des expérimentations, des choses qui se passent sur certains territoires qui sont intéressantes à partager également. Et c'est l'objectif un peu aussi de ce webinaire. Vous avez les acteurs de droit commun comme le GRETA, effectivement, comme d'autres organismes de formation qui pourraient proposer, l'AFPA également, des titres professionnels de plus courte durée, mais qui permettent une montée en compétences. Voilà. Merci. Donc, concernant les aides à la formation du FIPHFP, la fonction publique d'État à la fonction publique territoriale, ces aides à la formation s'inscrivent dans le cadre de la PPR et consistent en une participation aux frais de formation dans la limite d'un plafond de 10 000 euros. Il s'agit là d'une aide qui est mobilisable tous les 5 ans, sauf évolution professionnelle ou évolution du handicap. Concernant la fonction publique hospitalière, étant donné qu'il n'y a pas de décret d'application de la PPR, il est possible d'obtenir un cofinancement par les FIPHFP du salaire à hauteur des 60%. Pour maintenant sécuriser la concrétisation du reclassement, une fois qu'on a pu, dans la seconde étape, valider des projets professionnels, on va pouvoir s'atteler à sécuriser cette concrétisation. Donc ça va être rendu possible par la réalisation de différents objectifs, comme la préparation de la recherche d'emploi, un travail sur la rédaction de CV, mais également de l'aide de motivation, en développant les opportunités de candidature, en allant explorer les différents médiums de recrutement comme de communication vis-à-vis de la recherche d'emploi, pour favoriser la réussite de ce reclassement et préparer l'intégration dans le nouvel environnement de travail convoité. Donc, par exemple, il est possible de réaliser une mise en adéquation avec les éventuels besoins de recrutement de l'employeur, ce qui va nécessiter un travail en collaboration avec le service des ressources humaines qui aura une vision des postes disponibles à court et à moyen terme pour favoriser le repositionnement des agents accompagnés dans le cadre de la PPR. Dès lors, certains organismes ont recours à la préemption de poste pour repositionner un agent en PPR. Il faut cependant spécifier qu'il s'agit seulement d'une préemption de poste et il ne s'agit pas de l'attribution à coup sûr du poste à l'agent accompagné. Il faut également ne pas omettre dans ce processus de sécurisation, de concrétisation du reclassement, la possibilité, il faut communiquer à ce propos, la possibilité pour l'agent de se tourner vers d'autres employeurs de la fonction publique. Il y a également, le groupe de travail a également travaillé au développement d'ateliers thématiques permettant de renforcer cette sécurisation, pouvant avoir plusieurs sujets et pouvant être réalisés pour la plupart du temps en groupe ou en individuel. Il y a également un point de vigilance à avoir. Il s'agit de bien définir au préalable avec l'agent ses attentes et ses besoins vis-à-vis de ses forces et faiblesses concernant la sécurisation du reclassement. Donc, par exemple, il peut être pertinent pour un agent de prendre part à un atelier pour renforcer l'estime de soi et la confiance en soi, puisque c'est là deux éléments qui peuvent être mis à mal dans un processus de recherche d'emploi qui peut être difficile et peser sur le moral, qui pourra donc proposer par exemple des exercices pour favoriser l'écoute de soi-même ou la prise de conscience de ses propres forces et redonner confiance en sa capacité à trouver un nouvel emploi. D'autres ateliers peuvent avoir pour thématique, comme explicité dans les objectifs, la rédaction de CV ou encore de l'aide de motivation, chose qui peut se faire en individuel ou en groupe par exemple, en répondant ensemble à une offre d'emploi et en réalisant ensemble une lettre de motivation. Également, un élément qui peut être compliqué dans la recherche d'emploi est le fait de répondre aux questions pendant l'entretien de recrutement, l'entretien d'embauche, puisqu'il va falloir que l'agent soit capable de se présenter synthétiquement. Donc on peut avoir recours à un travail en groupe ou en individuel sur les différentes questions les plus redondantes qui reviennent le plus souvent dans ce type d'entretien. Un autre élément a trait quant à lui à la communication vis-à-vis des possibilités de recrutement, d'aller explorer la totalité d'entre elles, telles que le recrutement direct, le concours, le détachement, et ce, en allant explorer les différentes fonctions publiques, les différents employeurs. Il peut également être intéressant de mobiliser
les différents canaux de communication en mobilisant le réseau personnel comme professionnel, en utilisant des candidatures spontanées et des candidatures ciblées, et la mobilisation du réseau professionnel et personnel peut alors passer par l'utilisation des réseaux sociaux. Pour les réseaux sociaux professionnels, on songera là notamment à utiliser LinkedIn ou encore Indeed afin de faire savoir à son réseau qu'on est en recherche d'emploi. Il y a également un dernier élément, un dernier outil sur lequel on peut s'appuyer pour sécuriser ce parcours, qui a été mis en avant par le groupe de travail, qui est dénommé cahier de parcours et qui va permettre de synthétiser différentes informations qui vont permettre d'assurer le suivi de l'agent. On va retrouver par exemple dans les informations des informations administratives et notamment une synthèse des différents échanges, des prises de décision, de l'exploration des compétences ou aptitudes qui vont permettre de conserver les différentes réflexions et un bilan de ces dernières au sein du même médium. Et on peut également y intégrer CV et lettres de motivation. Étant donné que c'est un médium qui est voué à être évolué et constamment enrichi, il a été proposé dès lors de ne pas utiliser un cahier, mais d'utiliser un classeur, ce qui est beaucoup plus facilement modulable qu'un simple cahier, et donc répond d'autant plus à la fonction de ce dernier. Donc, je m'attarderai maintenant à conclure sur la PPR en vous présentant quelques clés de la réussite de la PPR. Donc, la première est bien entendu la nécessité de travailler en réseau, que ce soit avec des acteurs internes, mais également avec des acteurs externes, de mettre tous ces individus en réseau afin de pouvoir bénéficier de leurs compétences. Il faut également respecter la singularité de chaque situation, de chaque agent, tout en respectant l'objectif de reclassement. Il faut alors ne pas perdre l'individualité de l'agent dans la recherche du reclassement. Il faut s'assurer de la cohérence des éléments proposés avec les attentes, les objectifs et les préférences de l'agent, d'où la pertinence notamment de la première phase où on va aller explorer les préférences de l'agent et ses compétences. Pendant la PPR, bien entendu, il faut s'assurer du respect de la santé et de la sécurité de tous les agents. Et ce travail qui est mené sur la réalisation effective de la PPR, c'est un premier pas, mais l'anticipation de ces situations grâce aux nombreux outils RH à disposition serait le second pas. Je vais maintenant laisser la parole à Madame de Melot pour conclure. Alors avant de conclure, je vois qu'il y a eu des réactions, donc ce serait peut-être bien de revenir dessus. Donc effectivement, hein, il y avait des interrogations sur le CPF. Donc effectivement, le congé de formation professionnelle, par rapport à l'articulation qui est possible, ça sera avec le compte personnel de formation. L'agent a le droit de demander à l'employeur, et il est tout à fait réglementairement, en tout cas, rien n'interdit à l'employeur d'accepter, on va dire, même si la personne a quitté la phase de PPR et se retombe sur un statut effectivement en arrêt. Législativement, réglementairement, on n'interdit pas à l'employeur d'accepter la demande de l'agent pour bénéficier de son compte personnel de formation, d'autant plus qu'il y a un aspect prioritaire sur les situations d'inaptitude ou les situations en risque d'inaptitude au niveau réglementaire. Après, le coût du salaire, effectivement, il y a une perte de rémunération qui peut être attribuée à la personne. Donc, j'ai plus là en tête, mais je me renseignerai pour la fonction publique d'État et la fonction publique territoriale. À l'ANFH, il y a des fonds spécifiques pour les agents, effectivement, de la fonction publique hospitalière qui veulent bénéficier d'un CPF pour des prises en charge particulières de parcours. Et ça se fait avec les conseillers de l'ANFH quand il y a un accompagnement dans ce sens. Pour fonction publique territoriale et État, je referai le point concrètement sur ce volet-là. Et dans la fac, je l'intégrerai de manière à ce que tout le monde ait les informations sur ce champ. Par rapport aux aides du FIP et HFP, effectivement, on va revenir dessus puisque certaines personnes voulaient avoir plus de précision. Donc le FIP, comme vous avez pu le voir, a évolué et pour les agents qui sont en arrêt de travail pour raison de santé, on ne peut mobiliser les aides du catalogue, en tout cas certaines aides du catalogue, notamment bilan de compétences et formation.
Donc, les aides que Antoine vous a présentées tout à l'heure étaient les aides dans le cadre de la période de préparation au reclassement pour la fonction publique d'État et la fonction publique territoriale, où là, il participe aux frais de formation, effectivement, dans la limite d'un plafond de 10 000 euros. Cette aide peut être remobilisable, effectivement, parce qu'on a vu qu'il y a des situations où même si la personne est reclassée, il peut y avoir à nouveau une dégradation, une inaptitude qui se pose et du coup, à nouveau, une PPR de mise en place. Pour la fonction publique hospitalière, comme les décrets d'application le décret d'application n'est pas encore publié, effectivement, le FIP continue sous l'ancienne version. Donc, c'est dans toutes les autres situations, dans le cadre d'une reconversion professionnelle ou d'un reclassement. L'agent qui n'est pas en arrêt a la possibilité de bénéficier des aides du FIPHFP, donc frais de formation pris en charge à hauteur de 10 000 euros et coût de la formation, coût de la rémunération à hauteur de 60%. Le bilan de compétences, l'aide est mobilisable pendant la période de PPR, mais par contre, effectivement, en amont, on a vu que la loi de transformation a permis de libérer un certain nombre de choses et que les agents peuvent bénéficier pendant la période d'arrêt d'aller en bilan de compétences ou d'aller sur des formations si l'état de santé le permet et si c'est justifié, enfin si médicalement c'est autorisé. Là, le dispositif qui est mobilisable et qui est financé par le FIP, c'est la PSOP, prestation spécifique d'orientation professionnelle, et on peut retrouver les coordonnées des prestataires auprès de la coordination du Handipact ou auprès de la GFIP. J'espère avoir répondu à la question sur ces précisions. Il est vrai que par rapport aux agents qui refusent la PPR, donc un point de vigilance, parce que dans le groupe de travail, s'est posé la question, vous trouverez deux modèles de courrier. Il y a une situation d'un agent, il est déclaré inapte, on l'informe et on l'invite à un entretien pour expliquer concrètement qu'est-ce qui va se passer pour lui. Et on avait des employeurs qui se positionnaient. S'ils refusent à ce stade-là, on n'engage pas la PPR. Or, juridiquement, il y a eu un point d'alerte ce matin et il me semble important de le réitérer là. Le seul moment dans le parcours, en tout cas, ou dans la démarche par rapport à la période de préparation au reclassement, où l'employeur peut acter le refus de l'agent, c'est suite à la présentation du projet de conventionnement ou du projet de reclassement. C'est suite à cette notification-là de projet que l'agent va avoir un délai de 15 jours pour se positionner sur oui, il adhère ou non, il n'adhère pas. Donc, si il n'est pas en arrêt, il est positionné en PPR. S'il est en arrêt maladie, effectivement, là, c'est à la reprise ou alors si la notification est proposée ou en tout cas présentée à l'agent lors de son arrêt maladie et qu'il refuse, que vous pourrez acter le refus et que vous n'accompagnez pas la personne sur la PPR. Par contre, il bénéficie quand même du droit au reclassement classique. Donc, il faudra informer qu'il peut mobiliser par courrier le souhait d'être reclassé. D'après ce que j'ai compris, opérationnellement, il y a très peu de personnes qui refusent la mise en place sur la PPR. Alors, pour rajouter des précisions, effectivement, il faudra notifier un projet ou une convention. Projet dans la fonction publique d'État, convention dans la fonction publique territoriale. Et c'est à la notification que vous pourrez, en tout cas, à un moment donné, indiquer à l'agent, dans un délai de 15 jours, s'il n'y a pas de retour, on peut considérer ou acter un refus. Mais vous avez les deux modèles de courrier, effectivement, qui vous permettent de suggérer ça dans le guide. Mince. Je voudrais revenir, oui, à la dernière.
Donc effectivement, hein, on voit que la démarche de période de préparation au reclassement est complexe. Elle intervient au cours d'un parcours de maintien dans l'emploi qui est beaucoup plus large, hein, et qui ne s'arrête pas à un instant T sur 1 an de PPR ou 12 mois plus 3 mois de prolongation. Donc il est nécessaire effectivement que les organisations et les établissements réfléchissent en amont à la prise en charge et effectivement au maintien dans l'emploi pour anticiper et effectivement essayer de reconvertir les personnes au maximum en amont de cette inaptitude. Pendant la PPR, vous avez un certain nombre d'outils qui sont mis à disposition, mais la fin de la PPR n'indique pas que c'est la fin d'un accompagnement pour l'employeur. La personne qui va sortir de PPR, effectivement, l'employeur va devoir continuer à l'accompagner jusqu'à une possibilité de reclassement, ou si c'est vraiment après acté sur une impossibilité, on passe après sur la procédure normale de reclassement, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'offre possible ou s'il y a des refus de la part de l'agent des positionnements qui sont proposés par l'employeur, à ce moment-là, une démarche de licenciement pour inaptitude ou de retraite pour invalidité en fonction des situations. Donc, voilà, donc une réflexion continue et une réflexion qui se fait sur effectivement le long terme, en amont et après la PPR. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Les questions seront toutes recensées et ça sera une fac sur la journée complète. Merci pour votre attention. Alors, Sébastien, je ne sais pas, pas tout de suite. Ah, pas tout de suite. Pourquoi? Sébastien, tu veux bien ouvrir mon micro, Ah. ma caméra déjà? Alors, je vous demande un instant le corps. Voilà, bonjour. Bonjour à tous. Ben là, j'ai la jaunisse, hein, mais en réel, dans la vraie vie, ça va. Donc, bonjour à tous. Il me vient la tâche de clôturer cette journée. J'ai 3 points à partager avec vous. Promis, je vais être très synthétique. Restez encore, allez, en moins de 5 minutes, ce sera fait. Le premier, c'est de dire aux employeurs du Grand Est, nous avons actuellement un projet expérimental sur la mise en place d'un bilan professionnel spécifique fonction publique et travailleurs handicapés. Le groupe de travail s'est réuni pas plus tard que vendredi dernier. Nous avons validé le cahier des charges. Demain, les centres de rééducation professionnelle qui sont spécialisés sur l'orientation professionnelle des personnes handicapées se réuniront. On aura la liste des centres qui vont s'engager dans cette dynamique-là, et les employeurs publics auront possibilité de proposer aux personnes qui s'engagent notamment dans des PPR et pas seulement, de pouvoir réaliser ce type de bilan. Donc l'idée, c'est d'avoir quand même un volume de bilan d'ici cette fin d'année qui nous permette d'avoir un recul suffisant pour voir si effectivement cette prestation est pertinente ou pas. C'est mon premier point. Le deuxième point, nous sommes en train de réfléchir au programme d'animation du handicap sur le second semestre 2020. Donc là, effectivement, vous avez un sondage que vous avez commencé à remplir, c'est parfait. Donc, vous savez qu'on vous propose des webinaires. Donc là, effectivement, alors n'hésitez pas à bouger le curseur hein, si tous les choix n'apparaissent pas. Donc, on vous propose un certain nombre de thèmes. Merci de cliquer sur ceux qui vous intéressent. Vous pouvez en choisir plusieurs. Si vous avez d'autres idées que vous trouvez pertinentes et que vous ne trouvez pas dans ce listing, vous pouvez tout à fait leur mettre dans la fenêtre de chat et on en tiendra compte. Deuxième format que vous avez l'habitude sur lequel on vous invite, c'est ces journées d'instances des pratiques. Donc on a fait aujourd'hui un webinaire du fait de la crise, mais on espère que sur le deuxième semestre, ça ira mieux. Donc on vous proposait de travailler soit sur le management des agents en situation de handicap, et là on serait pour une fois plutôt à l'attention de votre encadrement. D'habitude on est plutôt sur les référents handicap, les services RH et les partenaires. Là on s'adresserait plutôt au personnel en situation de management. On sera obligé de limiter en nombre, mais est-ce que ça pourrait vous intéresser? Et sinon ce serait revenir sur les bonnes pratiques du télétravail, la prise en compte du handicap. Là on est un peu en post-crise du Covid-19, a vu que les lignes et les pratiques
avait bougé. Mais je vois que les deux sujets intéressent. Alors, ensuite, on a réfléchi les échanges qu'on a pu avoir avec vous régulièrement. On a vu qu'il y avait quand même certains besoins d'accompagnement ou de besoins d'échanges qui n'étaient pas pris en compte. Donc, on vous propose deux autres idées. Est-ce qu'on pourrait mettre, on voit que cet outil webinaire, mais il permet aussi en petit groupe d'être assez efficace. On a fait des réunions qui presque aussi bien que si on avait été en présentiel, et on se dit pourquoi pas mettre en place en complément de ces webinaires et de ces grosses journées, eh bien des rendez-vous à 10, 15, et chacun vient avec les situations sur lesquelles il est en train de se gratter la tête ou chercher des solutions, etc. Et comme ça, on met de l'intelligence collective, de la coopération en place. Et l'idée, ce serait plutôt d'être sur du rendez-vous mensuel, pourquoi pas. Puis on y vient qu'on a besoin. Hein. Donc ça, on pourrait l'expérimenter sur le deuxième semestre. Et puis le dernier questionnaire, c'est plutôt sur une réflexion pour, vous savez que les Handipacts on aura une troisième génération qui va démarrer début 2021, et on échangeait avec les DTH, on se disait pourquoi pas mettre en place un accompagnement peut-être un peu plus serré, un coaching individuel, le proposer à certains référents handicap, notamment dans la première année de leur action. Donc voilà, c'était le deuxième point. Et le dernier, on a toujours besoin, donc merci d'avoir répondu largement, j'ai vu. Et puis le dernier point, c'est toujours l'évaluation. On a besoin d'avoir vos retours sur ces journées. Pendant que vous répondez, j'en profite pour remercier tous nos intervenants. Hein. On a Monica Gouzi qui a bien voulu rouvrir nos travaux, on a eu Maître Sotro, on a eu Mimoun Zaza tout à l'heure, et puis là Antoine Pep, et puis Céline qui a fait à la fois intervenante, qui a animé le groupe de travail pour l'élaboration du guide, et puis qui a préparé cette journée, a assuré le fil rouge. Merci Céline pour ton investissement et la réussite de cette journée. Puis si vous avez des petits commentaires sur la journée, on a toujours le FIP aime bien savoir toujours ce que vous avez pensé, si vous avez passé un bon moment, si ça vous a si ça vous aide un petit peu dans votre mission en matière de politique d'emploi des travailleurs handicapés. J'arrive au bout de mon intervention. Je vous laisse continuer de remplir gentiment. Vous pouvez toujours télécharger vos documents. Et je vous dis à très bientôt, donc dans les prochains rendez-vous du Handipact. Donc pour les Handipact Bourgogne-Franche-Comté et celui du Grand Est, on a un rendez-vous commun le 24 juin sur un Zoom sur les maladies invalidantes avec un témoignage qui serait extrêmement intéressant de personnes qui travaillent dans un centre d'oncologie et qui ont la particularité d'accompagner les personnes au niveau professionnel. Donc je pense qu'on va avoir des éléments très pratico-pratiques et très intéressants. Et puis on aura sur le Grand Est, Monica en a parlé tout à l'heure, un comité des employeurs publics, donc qui s'adresse plutôt au RH, aux référents handicap, hein, et puis au niveau politique, qui sera plutôt sur quels sont les premiers enseignements et quelles sont les perspectives suite à cette période, cette crise Covid-19 que nous venons de traverser. Merci encore à tous pour votre participation, et puis à très bientôt. Au revoir.